Bruce Willis. Je pense qu'en prononçant simplement son nom, vous savez exactement de qui je parle. Une légende du cinéma. Dans les années 80-90, il ne jouait pas des héros, mais il redéfinissait ce qu'était un héros. John McClane dans Die Hard, pas un surhomme, un flic fatigué, pieds nus, en débardeur qui saigne, qui doute et qui souffre. Ou encore Butch dans Pulp Fiction, Malcolm Crowe dans Sixième Sens, Corbin Dallas dans Le Cinquième Élément, Bruce Willis était ce mélange unique de sarcasme, de vulnérabilité et de présence magnétique. Son nom suffisait à lancer un projet, son visage suffisait à remplir des salles, et pendant plus de 20 ans, il a été une évidence du cinéma américain. Et puis, quelque chose s'est mis à changer. Entre 2010 et 2022, Bruce Willis a tourné dans près de 40 films. Des thrillers génériques, des films d'action à petit budget, des sorties discrètes en VOD dans lesquelles il n'apparaît que quelques minutes. Parfois, il semble même absent. Alors aujourd'hui, on va pas se demander si ces films sont mauvais, on va se demander ce qu'ils racontent, comment une icône devient un produit et comment une légende finit par se dissoudre dans une industrie qui tourne sans elle. Pour comprendre la période direct ou vidéo, il faut revenir un peu en arrière au début des années 2010. Bruce Willis n'est pas encore en déclin. Il tourne toujours, il est toujours bankable, mais c'est différent. Il n'est plus le centre, il devient un élément. Dans Expandables, par exemple, il partage l'écran avec Stallone et Schwarzenegger. Dans G.I. Joe 2, il est là, mais il n'est pas le moteur du film. Et même dans Die Hard 5 en 2013, le dernier opus d'une saga qui marque une rupture, mais la magie n'est plus là. Ce n'est plus Bruce Willis contre le monde, c'est Bruce Willis dans une franchise fatiguée. Dans un premier temps, si sa carrière a commencé à changer, c'est à cause de son mauvais comportement sur les tournages. Manque de ponctualité, des textes qu'il n'avait pas appris et parfois il voulait trop empiéter sur le travail du réalisateur. Et en général, quand des acteurs veulent trop s'impliquer de la mauvaise façon, ce n'est jamais bon signe et les films deviennent des échecs. À leur sortie, comme en 1995 avec Waterworld à cause de Kevin Costner, et en 2008 avec l'incroyable Hulk où l'échec du film a été mis en partie sur les épaules d'Edward Norton. En ce qui concerne Bruce Willis, en 2003 il était à l'affiche du film Les Larmes du Soleil d'Antoine Fuqua. En interview, le réalisateur a confié: Bruce Willis est le plus gros emmerdeur avec qui j'ai travaillé. Sur le plateau, ça se passait bien, mais lorsqu'on commençait à tourner, les conflits étaient fréquents. Et ce n'est pas le seul à s'être plaint de l'acteur. Simon West, le réalisateur d'Expandables 2, a parlé des difficultés rencontrées avec l'acteur pendant le tournage. Et il y a également Kevin Smith qui a dit, à propos du tournage de Top Cops, que c'était une mauvaise expérience. Bruce Willis est ingérable. Il refuse de se laisser diriger. Si Tracy Morgan n'avait pas été là, je me serais flingué et j'aurais flingué quelqu'un d'autre. Super ambiance, dis donc. Bon, Top Cops, c'est pas un grand film, mais c'est un film que j'aime bien. C'est très caca-pipi, mais assez amusant, et je pense qu'on comprend que Kevin Smith en a eu marre, parce qu'à un moment, on voit Bruce Willis se retenir de rigoler à l'écran. En mars 2022, la famille de Bruce Willis annonce la fin de la carrière de l'acteur, pour des raisons de santé. Il souffre d'aphasie. Et quelques mois plus tard, le diagnostic tombe: démence fronco-temporale. L'aphasie est un trouble du langage. Elle affecte les capacités à parler, comprendre, mémoriser. Et la démence fronto-temporale touche la personnalité, le comportement et aussi la mémoire. Avec ce diagnostic, beaucoup de choses prennent un autre sens. C'est pour ça qu'il avait demandé des journées de tournage courtes et des dialogues pas longs et simples à apprendre. Sur certains films, devant la caméra, quand on le voit de dos, capuché, bref, quand on ne voit pas son visage, par moments, ce n'est même pas lui. Comme ça a pu être le cas dans des Swish et Glace. Parfois, en pleine séquence, il ne se rappelait plus de ce qu'il passait, ni même de ce qu'il faisait là sur le tournage. Par exemple, sur la saga Detective Night, Jimmy Jean-Louis, qui donnait la réplique à Bruce Willis, a confié plusieurs choses en interview. Durant le tournage, j'ai vite compris que ce n'était pas le Bruce que j'avais connu 21 ans plus tôt. Il n'avait pas la même énergie, il avait des pertes de mémoire, des difficultés à trouver ses marques. J'étais surpris, mais je ne pensais pas que c'était aussi grave. Il y a eu des moments difficiles, et on voyait qu'il n'avait pas toutes ses capacités. J'ai dû le secouer pour obtenir une réaction, car il n'en avait pas. Il a fallu que je monte d'un cran, hausser le ton, dire des mots désagréables. J'avais des scrupules, car c'est quand même Bruce Willis. Cela m'a troublé, et ce fut difficile pour moi. C'est cette scène que nous avons tournée en dernier, qui s'est avérée être la dernière de sa carrière. J'espère que la médecine pourra très vite faire des progrès, et qu'il retrouvera peu à peu ses capacités. Puis arrive un moment particulièrement cruel. En 2022, les Razzie Awards créent une catégorie spéciale intitulée Pire performance de Bruce Willis dans un film en 2021. Il est nommé pour plusieurs productions comme Cosmic Sin, Apex, American Siege, et remporte le prix pour Cosmic Sin. Mais lorsque la maladie de l'acteur est rendue publique, la récompense est annulée. Ce qui ressemblait à une moquerie devient soudainement un malaise. Le regard change. Avec le recul, la question n'est donc plus simplement pourquoi Bruce Willis a-t-il tourné ces films, la question devient plus complexe. Pourquoi l'industrie a-t-elle continué à construire des films autour de lui alors que son état semblait déjà fragile? À quel moment une légende devient un outil commercial, et surtout, qui profite réellement de cette mécanique? Pour ma part, je suis pas d'avis de dire que les gens profitaient de lui, bien que son nom est évidemment
Un game changer niveau marketing. Moi je vois la chose différemment. Quand ça fait 40 ans qu'on exerce un métier et qu'il devient de plus en plus dur pour nous de travailler, à cause de notre état de santé, dans la mesure du possible, on s'adapte. À partir du milieu des années 2010, la carrière de Bruce Willis bascule dans un autre circuit. Ce n'est plus vraiment le cinéma traditionnel, ce n'est plus le box-office, ce n'est même plus la critique, c'est un autre marché. Beaucoup plus discret, mais extrêmement rentable, celui du direct-to-vidéo, ou précisément du marché VOD international. Ces films ne sont pas censés dominer le box-office américain. Ils sont conçus pour être vendus à l'étranger, territoire par territoire, Allemagne, Chine, Europe de l'Est, plateforme de streaming, chaîne câblée, bref, le modèle est simple, on ne vend pas un film, on vend un nom, et parfois même plusieurs. Et Bruce Willis, même affaibli, reste une marque. Le fonctionnement est presque industriel. Un scénario d'action générique, un budget réduit, un tournage rapide, parfois en moins de 3 semaines, et surtout quelques jours de présence d'une star en haut de l'affiche, parfois deux. Le nom de Bruce Willis apparaît en énorme sur le poster. Il est au centre de l'affiche, mais dans le film, il peut n'apparaître que 10 minutes. Son personnage est souvent un chef de la police, un général, un mentor, un homme mystérieux dans un bureau sombre, un mafieux, un vieil alcoolique, il donne des ordres, il disparaît, et l'histoire continue sans lui. Avant une courte apparition ou une mort. Pourquoi ? Parce que sa présence suffit à sécuriser les financeurs. Les distributeurs étrangers achètent les droits en voyant son nom, les producteurs récupèrent leur mise, avant même que le film ne sorte, le risque est minimisé. Le système est optimisé, on est plus dans une logique artistique que dans une logique de rendement. Et ça peut paraître bizarre de dire ça quand on parle de direct-to-vidéo. Entre 2015 et 2022, Bruce Willis enchaîne des dizaines de productions. La structure est souvent la même, une menace, une trahison, une fusillade, et Bruce Willis, figure centrale sur l'affiche, mais périphérique dans le récit. Ce qui est fascinant, c'est que ce modèle-là n'est pas nouveau. De nombreuses stars vieillissantes l'ont emprunté, mais rarement à une telle cadence. Par moment, Bruce Willis tombe jusqu'à 8 films en une seule année. Ce n'est plus une carrière, mais une chaîne de production. Et c'est là que l'autopsie devient plus dérangeante, car si son état de santé était déjà fragile, alors cette cadence interroge. Était-ce une stratégie consciente pour accumuler un maximum de revenus avant l'inévitable retraite? Était-ce une manière pour son entourage de sécuriser l'avenir financier de sa famille? Ou était-ce une industrie profitant d'un acteur dont le nom valait encore de l'or, même si l'homme s'effaçait peu à peu? À mesure que les films s'enchaînent, une autre réalité apparaît en parallèle, le regard du public et des médias. Sur les réseaux sociaux, Bruce Willis devient progressivement un sujet de moquerie et d'hypocrisie. Plusieurs guignols de YouTube avaient d'ailleurs descendu l'acteur, mais pas seulement lui, également Steven Seagal, Travolta ou encore Nicolas Cage, avant de lamentablement baisser leur froc quand la raison d'être tout ça est la maladie. Ces nouveaux films circulent dans des listes de pires films ou de productions oubliables. Son nom est associé à une forme de déclin assumé et presque caricatural. Dans certaines émissions de divertissement, ce ton est repris. Les films récents sont commentés avec ironie, parfois même avec amusement. Bruce Willis devient pour une partie du public le symbole d'un acteur qui aurait accepté tous les projets possibles. L'exemple de certaines émissions comme TPMP illustre ce regard avec des gens qui ne savent pas de quoi ils parlent. Il va mettre fin à sa carrière et c'est mon idole. De qui parle-t-on? Bruce Willis. Oui, Bruce Willis. Bruce Willis. C'est quand même un monsieur qui a 70 ans maintenant, un peu plus. Bruce Willis est né le 19 mars 1955. En 2022, quand sa famille a annoncé sa maladie, il avait 67 ans, pas 70 ans un peu plus. Aujourd'hui, en 2026, il a 70 ans un peu plus parce qu'il a 71 ans. Et cet extrait d'émission date d'avril 2022. Ça commence très bien. C'est d'ailleurs l'une des raisons pour lesquelles ces dernières années, il a tourné que dans des navets. C'est pour ça qu'il a tourné que dans des navets. Bon, après, il parle de sa maladie, du fait qu'il a fait tous ses films pour qu'offrir un maximum d'argent, que ce soit pour sa santé ou pour mettre à l'abri sa famille. Et l'émission se termine comme ça. C'est extrêmement intelligent ce que j'ai dit. Non mais t'es très belle, tu pourrais être Miss. Alors. C'est excellent. Cette dame ne sait absolument pas de quoi elle parle, car je pense pouvoir affirmer avec certitude qu'elle n'a vu aucun de ses films. Il y en a un total de 40 et j'en ai vu 39. Le seul que je n'ai pas vu, c'est Extraction, car le film n'est disponible nulle part en France, ni en physique, ni en digital. Le début de la carrière de Bruce Willis dans les direct-to-vidéo commence en 2008 avec le film Assassinat d'un président, sorti le 1er juin 2010 en DVD. Après le vol de copies d'examen dans le bureau d'un directeur d'école, un journaliste adolescent entreprend de démasquer le voleur. Il imprime un article désignant le président de la classe comme étant le voleur, détruisant ainsi la réputation du jeune homme. Cependant, en apprenant à connaître la petite amie du président, il se rend compte qu'il s'est trompé à son sujet et il entreprend de démasquer le vrai coupable. Avec 11 500 000 $ de budget et en essayant de rester objectif, ce film fait partie des productions direct-to-vidéo
qui se démarque légèrement du reste de cette période. On est ici sur un teen movie d'enquête qui, sans révolutionner le genre, propose une réalisation propre que la moyenne des films de cette vague. Le casting est aussi un point notable avec plusieurs visages familiers des séries, comme par exemple Gotham, Newport Beach ou encore Vampire Diaries, qui donnent au film cette identité teen movie des années 2000, dans lequel Bruce Willis y apparaît dans un rôle secondaire mais plutôt intéressant, celui d'un ancien militaire au comportement instable, presque caricatural, mais qui s'intègre dans la logique du récit. On est loin de ses rôles centraux des grandes années, mais dans le cadre de ce type de production, sa présence reste utilisée comme un point d'ancrage marketing, plus que comme un moteur narratif. L'un des éléments les plus surprenants du film réside dans son ton. Contrairement à beaucoup de productions de cette période, ici l'humour fonctionne plutôt bien. Il s'agit d'un humour d'adolescent, parfois simple mais globalement bien rythmé et correctement intégré à la narration. Les dialogues et certaines punchlines parviennent même à donner un peu de personnalité à un ensemble qui sur le papier reste très classique. C'est probablement ce mélange, une intrigue légère mais lisible, un casting correct et un ton volontairement détendu qui fait que ce film se distingue légèrement de la masse de production direct-to-vidéo de Bruce Willis. Non pas comme un grand film, mais comme une exception relative dans un ensemble très formaté. Réalisé par Brett Simon, qui n'a pas fait grand-chose, et scénarisé par Tim Calpin et Kevin Jabzowski, qui n'ont pas fait grand-chose non plus, et avec au casting Misha Barton, Michael Rapaport, Robin Lord-Taylor, Melanie Diaz, bluffante dans Fruitvale Station, Zach Rohrig, les têtes connues des séries dont je parlais un peu plus tôt, ont fait de ce film un plutôt bon moment. 2 ans plus tard, le 3 janvier 2012, sort en DVD Braqueur, ou Setup. Tout ce que tu es, eh ben c'est grâce à moi. Réalisé par Mike Gunther, le film raconte l'histoire de Vincent, Sonny et Dave qui sont amis depuis toujours. Ils ont organisé un braquage qui a mal tourné, car Vincent est endetté et a doublé ses amis en essayant de les tuer. Dave est mort, mais pas Sonny, et depuis, ce dernier n'a qu'une seule idée en tête, se venger de Vincent. Il engage Biggs, un boss de la mafia très dangereux, pour le retrouver. Braqueur, ça a coûté 20 millions, et dans l'ensemble, je trouve que le film reste une production assez oubliable, construite autour d'un scénario de vengeance extrêmement classique, qui donne constamment l'impression d'avoir déjà vu des dizaines de fois. Le casting attire dans l'attention sur le papier, notamment avec la présence de 50 Cent, Ryan Phillippe et évidemment Bruce Willis, ce qui laisse penser au départ qu'on pourrait avoir droit à un thriller d'action, pourquoi pas solide, mais malheureusement le résultat peine à convaincre. Ryan Phillippe et 50 Cent s'en sortent correctement et apportent un minimum de crédibilité à leur personnage, même si le scénario ne leur permet jamais réellement de se démarquer. Bruce Willis de son côté occupe une place importante dans la promotion du film, mais son rôle reste finalement assez limité. Visuellement, le film reste dans les standards très génériques des direct-to-vidéo des années 2010. Une réalisation fonctionnelle, une mise en scène sans véritable identité et un montage qui cherche surtout à maintenir un certain rythme. Malgré cela, quelques scènes d'action parviennent tout de même à apporter un peu d'énergie et empêchent le film d'être totalement ennuyeux. Le principal problème vient surtout du manque d'originalité du scénario qui reprend énormément les codes du thriller de vengeance sans jamais réellement apporter quelque chose de nouveau ou de mémorable. On sent déjà ici une formule qui deviendra récurrente dans une grande partie des productions direct-to-vidéo de Bruce Willis, un casting reconnaissable, un concept simple et une exécution correcte mais très standardisée. Ce n'est donc pas un désastre complet, mais plutôt un film interchangeable. Le genre de production qui se regarde sans être une catastrophe, puis s'oublie presque immédiatement après le générique. Au-delà de 50 Cent et Ryan Phillippe, au casting on peut aussi retrouver Jenna Dewan qu'on avait vu dans Sexy Dance avec Channing Tatum, James Remar, Harry Morgan dans Dexter et Randy Couture, également icône du direct-to-vidéo. Le 24 avril 2012 sort Sans compromis. Pas un combat de rue. Les flèches volent, les balles fusent. La totale, quoi. Réalisé et scénarisé par Aaron Harvey, qui officie principalement sur des direct-to-vidéo, le film raconte l'histoire de Tess, Dawn et Kara, qui arrivent à peine à s'en sortir avec leur petit boulot à Las Vegas, mais leurs vies sont bouleversées lorsqu'elles acceptent de travailler pour un caïd local du nom de Mel. Leur vie menacée, elles doivent maintenant faire face à des tueurs à gages psychotiques, un trafiquant et un cuisinier dépressif. Et bien franchement, Sans compromis ou Cache 44, c'est probablement l'un des meilleurs direct-to-vidéo qu'on va aborder dans cette vidéo. En lançant le film, j'avais pas d'attente, et pourtant, contre toute attente, le résultat fonctionne plutôt bien. Le film adopte une approche assez particulière, presque celle d'un western urbain, avec une ambiance sale, violente et stylisée, qui rappelle clairement certaines influences du cinéma de Quentin Tarantino.
On retrouve cette construction narrative où plusieurs trajectoires et plusieurs personnages finissent progressivement par se croiser pour former une seule et même histoire. Ce procédé donne au récit un rythme plus intéressant que la moyenne des productions direct-to-vidéo, très classiques, souvent beaucoup plus linéaires et prévisibles. L'autre point positif vient du ton du film. Malgré un budget limité, il parvient à développer une vraie identité visuelle et une atmosphère qui lui permettent de se démarquer dans cette immense vague de thrillers interchangeables. Certaines scènes prennent même le temps d'installer des dialogues ou des situations un peu plus travaillées, là où beaucoup de films similaires cherchent simplement à enchaîner les fusillades, sans véritable personnalité, et on verra ça plus loin dans la vidéo. L'ensemble fonctionne grâce à sa structure chorale et cette volonté d'aller chercher quelque chose de plutôt ambitieux. Côté casting, il y a pas mal de têtes connues, comme Malin Akerman, Forest Whitaker, Shea Wiggum et même Nikki Reed de Twilight. Le 3 juillet 2013 sort Fire with Fire. Tu vas me dire où je peux trouver Hagan. T'auras pas les couilles. Vous n'avez pas fait votre travail. Je le trouverai. Mais d'ici là, restez très prudents. Réalisé par David Barrett, qui a surtout été cascadeur, notamment sur Jurassic World, Pic de Dame, Volcano ou encore Freaky Friday, et scénarisé par Lowell Cauffiel, Tom Connor, le scénariste des 2 opus Hitman et Bodyguard. Après avoir été témoin de plusieurs meurtres dans une supérette, Jérémy, jeune pompier, reconnaît formellement le tueur David, chef d'une organisation criminelle de Néo, que je sais pas si je peux dire la suite du mot sur YouTube. Cette affaire tient à cœur au policier Mike, qui a un contentieux avec David. Fire with Fire, ça fait partie de ces films d'action de série B qui échappent à la médiocrité totale dans laquelle beaucoup de productions tombent. On est face à un thriller de vengeance plutôt classique dans sa structure, sans réelle surprise scénaristique, mais suffisamment efficace pour maintenir l'attention du spectateur. Le principal point fort reste son casting. Bruce Willis y partage l'écran avec pas mal de gros noms, notamment Vincent D'Onofrio, qui apporte immédiatement une présence beaucoup plus intense au récit, comme souvent dans sa carrière, il excelle dans les rôles de personnages instables et menaçants, que le scénario n'aurait probablement pas réussi à créer avec quelqu'un d'autre. La réalisation, sans être particulièrement ambitieuse, parvient parfois à proposer quelques idées de mise en scène intéressantes. Une scène de fusillade qui se démarque notamment grâce à un choix visuel assez original où la caméra suit directement la trajectoire des balles tirées par les personnages. Ce genre de détail apporte un peu de personnalité à un film qui aurait pu rester dans les standards. Le rythme joue également en faveur du projet, le film avance rapidement, évite les longueurs et enchaîne les scènes de manière plutôt fluide pour qu'on ne ressente jamais d'ennui. Même si l'ensemble reste très prévisible, cette efficacité simple permet au film de fonctionner correctement dans ce qu'il cherche à être, une petite série B d'action sans prétention. Côté casting, on peut retrouver notamment Josh Duhamel, Rosario Dawson, mais aussi 50 Cent, Julian McMahon et Vinnie Jones. Le 14 janvier 2014 sort The Prince. Je ne te pardonnerai pas. Seul Dieu pardonne. Première collab avec l'un des pires réalisateurs vivants, et c'est assez paradoxal parce que c'est plutôt son meilleur film, ou du moins son moins pire, le réalisateur Brian Miller, dont je vais reparler plusieurs fois dans cette vidéo, et c'est scénarisé par André Fabrizio et Jérémy Passmore. Le film suit Paul, un ancien gangster de la Nouvelle-Orléans qui s'est rangé et vit dans le Mississippi où il tient un garage. Un jour, il reçoit une lettre de l'université de sa fille, apprenant qu'elle n'assiste plus aux cours depuis plusieurs mois. Il essaie de la contacter et apprend qu'elle est devenue toxicomane et qu'elle s'est enfuie. Avec l'aide d'une amie de sa fille, il est contraint de retourner chez lui et reprendre du service pour la retrouver. Mais quand le boss de la ville prend connaissance de son arrivée, il décide d'intervenir afin d'assouvir sa vengeance. 10 millions de budget. Dans l'ensemble, le film donne surtout l'impression d'être une tentative de reproduire la formule de Taken, mais sans jamais retrouver ce qui faisait la force du film de Pierre Morel. Tous les éléments sont là. La disparition, le héros prêt à tout pour retrouver sa fille, les réseaux criminels, les scènes d'action nerveuses, mais le résultat reste beaucoup plus générique et nettement moins maîtrisé, évidemment à cause de la piètre réalisation de Brian Miller. Mais ce n'est pas aidé par le personnage principal, qui manque étonnamment d'épaisseur émotionnelle, dans un scénario qui essaye de construire une urgence autour de sa fille, présentant des épreuves de manière mécanique, avec des réactions limitées pour faire avancer l'intrigue, plutôt qu'à réellement essayer de transmettre quoi que ce soit. Cette absence d'intensité affaiblit beaucoup le film, surtout pour un thriller censé reposer sur une implication émotionnelle entre un père et une fille. De son côté, Bruce Willis occupe une place secondaire, celle de l'ancien allié ou de la figure ambiguë qui finit par devenir l'antagoniste du personnage principal, qu'on va retrouver plus d'une fois dans cette vidéo. Le casting est pourtant rempli de visages connus, mais tous ne semblent pas réellement investis dans le projet. Le cas de John Cusack est particulièrement frappant. Acteur autrefois capable d'apporter énormément de personnalité et de sensibilité à ses rôles,
il apparaît ici extrêmement passif, presque absent par moments. Son jeu est très neutre et renforce cette impression de fatigue générale qui traverse une partie du film. Cela donne parfois le sentiment d'observer plusieurs acteurs expérimentés évoluer dans une production qu'ils abordent plus comme un travail alimentaire qu'autre chose. Les scènes d'action aussi peinent à convaincre, car il n'y a pas de tension, certaines séquences tombent dans le ridicule, notamment dans une scène en boîte de nuit où plusieurs personnages réagissent de manière tellement exagérée que la scène devient du nanar. Et le film le frôle dangereusement par moments. Au final, en soi, c'est pas catastrophique, au point d'être fascinant, mais reste profondément mauvais. Au casting, on peut aussi retrouver Jason Patric, Jessica Lange, Madame Téléfilm de Noël, et une fois de plus, 50 Cent. Et la collaboration avec le réalisateur Brian Miller ne s'arrête pas là, parce que le 30 février 2015 sort Vice, par le même réal et les mêmes scénaristes. Rêvez-vous de vivre une expérience hors de votre portée? Imaginez un lieu où il n'y aurait aucune loi, aucune règle, aucune conséquence. Bienvenue chez Vice. L'homme d'affaires Julian Michael a conçu l'ultime station de vacanciers, Vice, où tout est permis, et les clients peuvent jouer leurs fantasmes les plus fous avec des habitants artificiels qui regardent, pensent et ressentent comme les humains. Lorsqu'une femme artificielle devient consciente de soi et s'échappe, elle se retrouve prise dans les tirs croisés entre les mercenaires de Julian et un flic Roy qui est bien décidé à arrêter la corruption de Vice et l'arrêt des violences une bonne fois pour toutes. 10 millions de budget, Vice représente probablement l'un des exemples les plus révélateurs de pourquoi le direct-to-vidéo a aussi mauvaise réputation. Pourtant, le film commence presque de manière prometteuse. Sa scène d'introduction fonctionne relativement bien et laisse penser pendant quelques minutes qu'il pourrait proposer un univers de science-fiction intéressant ou au moins une série B ambitieuse. Malheureusement, cette impression disparaît très rapidement. Le nom de Brian Miller donne déjà une certaine indication sur ce qui va suivre. Au fil des années, le réalisateur s'est construit une réputation extrêmement négative auprès d'une partie du public et même des amateurs de série B. Le film souffre avant tout d'un énorme manque de direction artistique et narrative. Les acteurs semblent souvent évoluer, chacun dans leur propre film sans véritable identité ni cohérence d'ensemble. Beaucoup de scènes donnent l'impression d'être tournées de manière purement fonctionnelle, sans énergie particulière. Action, on tourne, la scène est bonne et on passe à autre chose. Thomas Jane de son côté livre une performance particulièrement étrange, oscillant constamment entre excès et absence totale. Son interprétation finit par devenir presque déstabilisante tant le ton paraît varié. D'une scène à l'autre, les scènes d'action illustrent également les limites de la production, elles sont souvent mal découpées, peu lisibles, tout paraît fade et exécuté sans inspiration. Le scénario n'aide évidemment pas, les personnages sont clichés, les dialogues expéditifs, sans aucun développement, et le film accumule progressivement tous les défauts typiques des productions les plus paresseuses. Au final, Vice donne surtout le sentiment d'un immense potentiel gâché qui s'effondre rapidement. Au casting, on peut évidemment retrouver Thomas Jane, Brian Greenberg qui jouait dans les Frères Scott, et on reparlera des Frères Scott un petit peu plus tard. Et après ça, le 30 avril 2017, sort Precious Cargo. Réalisé par Max Adams, le scénariste d'Expendables 4, et co-scénarisé avec Paul Visitachit. Kara, une voleuse, est poursuivie par Eddie, un criminel qui la juge responsable d'un cambriolage qui a mal tourné. Elle lui propose, pour se racheter, de voler une cargaison remplie de pierres précieuses à l'aide de Jack, son ancien amoureux, mais le casse-rate et confronte les trois voleurs. 10,5 millions de budget. Le genre du film de casse fonctionne souvent très bien, même avec des petits budgets. Beaucoup de séries V arrivent à compenser leurs moyens limités grâce à une bonne tension, des personnages charismatiques ou une mécanique de braquage bien construite. Ici, malheureusement, le film ne parvient jamais à décoller. L'idée de départ, autour d'un vol de diamants, pouvait pourtant donner quelque chose de divertissant, mais très rapidement, le film s'enferme dans des clichés extrêmement grossiers sans jamais réussir à leur apporter une véritable personnalité. Le scénario avance de manière mécanique, l'ensemble manque cruellement de rythme. Le principal problème vient surtout du personnage principal qui devient rapidement difficile à supporter. Son écriture repose constamment sur des tentatives d'humour qui tombent souvent à plat et qui cassent régulièrement le rythme. Enfin, le peu de rythme que le récit essaie de construire. Ces phases humoristiques donnent parfois l'impression d'appartenir à un autre film. Elle ne s'intègre pas avec la structure du récit, qui pose également problème. Le film passe beaucoup de temps sur des éléments secondaires ou inutiles, tandis que certains moments importants sont expédiés. Cela crée une impression étrange où le scénario semble constamment déséquilibré, incapable de savoir sur quoi il devrait réellement se concentrer. Au casting, on peut notamment retrouver Mark-Paul Gosselaar ou Claire Forlani. Le 8 juillet 2017 sort Marauders. Safety deposit boxes where people keep their dirt.
Now why would he hold on to something so incriminating? Réalisé par Steven C. Miller, dont je vais reparler prochainement dans la vidéo, mais il a notamment réalisé des films infâmes comme Évasion 2 ou le remake de Bloody Christmas, et scénarisé par Michael Cody et Chris Silverstone. Des gangsters masqués ultra-violents attaquent une banque appartenant à Jeffrey Hubert, un homme d'affaires implacable, à l'aide d'une technique sophistiquée. Jonathan Montgomery, agent du FBI, arrive sur les lieux du braquage pour découvrir qu'il s'est fait doubler par Mims, détective de la criminelle qui a subtilisé une pièce à conviction. Un thriller de braquage, une enquête, une dimension conspirationniste et des acteurs reconnus comme Christopher Meloni, Dave Bautista et Bruce Willis. Malgré ces ingrédients, le résultat reste moyen. Le principal problème du film vient surtout du scénario, qui est évidemment classique une fois de plus. Il tente d'installer un mystère autour de la série de braquages et de leur véritable motivation, mais l'ensemble manque rapidement de rythme et finit par se perdre dans son scénario. Passé les 1 heure de film, le récit devient confus, évinçant totalement le côté intriguant qui donne l'impression d'accumuler les pistes sans réellement réussir à maintenir le spectateur en haleine. Ça cherche à intégrer une dimension dramatique personnelle à travers le personnage principal qui est hanté par l'assassinat de sa femme, tandis qu'un autre personnage fait face à la maladie. Ces éléments auraient pu apporter davantage de profondeur émotionnelle au récit, mais dans les faits, ils restent traités de manière superficielle. Il repose sur ses ressorts dramatiques assez clichés, le film ne prend jamais réellement le temps de développer aucun aspect, donc l'implication est compliquée. Visuellement, Marauder souffre aussi de son budget limité, certaines scènes d'action fonctionnent correctement, mais l'ensemble manque d'ampleur. Donc au final, Marauder n'est pas mauvais au sens catastrophique du terme, mais il reste générique. Possède quelques idées intéressantes, un bon casting, mais il manque de moyens, de tension et surtout de rythme. C'est très plat. Le 5 juillet 2017 sort LA Rush. Ça va être pire. Écrit et réalisé par Mark et Rob Cullen, les scénaristes du film Top Cops dont j'ai parlé précédemment, le film raconte l'histoire d'un détective privé qui se fait voler son chien par une bande de criminels qui lui propose de travailler pour lui s'il veut le récupérer. LA Rush, c'est le type de thriller d'action urbain ultra chaotique produit pour le marché vidéo qui donne l'impression d'un film qui accumule énormément d'idées sans jamais réussir à les organiser. En gros, c'est bordélique. C'est typiquement le genre de série B fascinante par moment, non pas parce que c'est réussi, mais parce qu'elle semble constamment hésiter entre plusieurs genres différents. Et c'est souvent ce qui rend ce type de production à la fois frustrante et étrangement divertissante. Les amateurs de série B connaissent bien cette sensation, être attirés par des concepts prometteurs, des castings et des affiches, puis se retrouver face à un film beaucoup plus confus que prévu. Le marketing du film était principalement misé aussi sur le casting, réunir plusieurs visages connus pour renforcer l'attractivité marketing du film, même si certaines n'apparaissent finalement que quelques minutes à l'écran. Famke Janssen en est probablement l'exemple le plus évident dans ce film et même dans beaucoup des films qu'elle a pu faire depuis les X-Men. Jason Momoa et John Goodman sont également présents, mais leurs personnages donnent eux aussi l'impression d'être davantage des arguments d'affiche que de véritables éléments essentiels au récit. Bien qu'à cette époque, Jason Momoa n'était pas la star qu'il est actuellement. Le problème principal vient surtout de la structure du film, malgré une durée relativement courte, autour d'1h30. Le récit met énormément de temps à réellement démarrer. Le scénario multiplie les sous-intrigues, les événements et les ramifications secondaires au point de rendre l'ensemble brouillon. Chaque élément semble entraîner un nouveau rebondissement ou un nouvel arc narratif, sans véritable cohérence globale ni même conclusion. À cela s'ajoute une narration en voix off omniprésente qui accompagne le film, presque en permanence, sans réellement apporter de valeur au récit, ni enrichir les personnages. Le résultat donne une impression étrange d'un film pas totalement ennuyeux parce qu'il se passe constamment quelque chose, mais qui devient difficile de réellement saisir, tant ce qu'il raconte est désordonné. Malgré tout, il conserve un côté fun, propre à certaines séries B imparfaites. Bon, au casting, évidemment, il y a Jason Momoa, John Goodman, Thomas Middleditch, Adam Goldberg et même Famke Janssen. Le 4 septembre 2018 sort First Kill. T'as quelque chose qui dit va et veut. Il a insisté pour que je parle pas à la police. Qu'est-ce que j'étais censé faire? Cet argent est ma seule chance de retrouver mon fils. Réalisé par Steven C. Miller, dont j'ai parlé un peu plus tôt, et scénarisé par Nick Gordon. Un commissaire de police enquête sur 2 faits liés, un braquage de banque et l'enlèvement d'une enfant, avec l'aide du père de ce dernier. Pour une fois, voici un DTV basique plutôt de bonne facture. Le scénario reprend une formule extrêmement classique, voilà, c'est du Taken, en y ajoutant à ça un braquage. Sur le papier, rien de particulièrement original, mais le film réussit à rendre le schéma suffisamment efficace pour maintenir le spectateur. Bruce Willis y retrouve un type de rôle qu'il maîtrise parfaitement.
celui du shérif expérimenté, calme et protecteur. Un personnage assez simple, parfois même un peu trop idéaliste ou sympathique, mais qui fonctionne malgré tout grâce à la présence naturelle de l'acteur. Le véritable centre émotionnel du film reste cependant la relation qui se construit progressivement entre le braqueur et l'enfant kidnappé. Le scénario joue partiellement avec l'idée du syndrome de Stockholm, même si l'approche reste très simplifiée. Ce qui fonctionne surtout, c'est cette étrange dynamique qui se développe entre les deux personnages. À plusieurs moments, le film ralentit volontairement son intrigue pour montrer des scènes beaucoup plus calmes. Cette approche apporte une dimension plus humaine au récit et permet de se différencier légèrement des autres films. Hayden Christensen tient également plutôt bien son rôle principal, acteur qui a été critiqué par Star Wars mais qui finalement aujourd'hui semble plutôt être réévalué à la hausse, et tant mieux, parce que moi j'adore cet acteur. Ça reste évidemment une série B sans grande ambition, mais qui possède suffisamment de rythme et de sincérité pour devenir une bonne surprise du cinéma direct-to-vidéo. Le 24 avril 2018 sort Act of Violence. Je m'en fous de mourir. Je m'en fous d'aller en prison. Je baisserai pas les bras tant que je l'aurai pas retrouvé. Réalisé par Brett Donoho, réal du plutôt correct The Old Way avec Nicolas Cage, quand Mia, la fiancée de leur petit frère Roman, se fait enlever par des trafiquants d'êtres humains, Brandon et Decan, deux anciens militaires, vont tout risquer pour la sauver avant qu'il ne soit trop tard. Bon, étant donné la qualité inégale des films abordés, les attentes sont souvent extrêmement basses avant de lancer un long métrage, et c'est probablement ce qui rend Act of Violence aussi agréable. À nouveau du Taken dans l'âme, le film parvient à exploiter cette structure avec suffisamment de rythme et de tension pour maintenir le spectateur du début à la fin. Le casting joue énormément dans la réussite de l'ensemble, Shawn Ashmore que beaucoup associent encore aux X-Men, mais aussi Cole Hauser, le méchant de Fast and Furious 2 qui s'est toujours pas vengé. Ces deux apportent une vraie présence à l'écran qui fonctionne bien dans ce type de thriller. Leur duo contribue à donner un film très dynamique. L'autre bonne surprise vient des scènes d'action qui sont globalement bien réalisées. Le film réussit à créer une tension constante et certaines séquences possèdent une vraie efficacité dans leur mise en scène. Sans être spectaculaire, l'action reste lisible, nerveuse et suffisamment brutale pour donner une impression de danger réel. Le traitement de l'organisation criminelle fonctionne également plutôt bien, ça prend le temps d'installer une hiérarchie et quelques personnages secondaires suffisamment marquants pour rendre l'ensemble plus vivant que la moyenne. Le principal antagoniste notamment possède une brutalité froide et montre qu'il n'hésite pas à éliminer ses propres hommes lorsque ceux-ci deviennent inutiles ou problématiques. Cette violence interne donne de la crédibilité à ce méchant, et Bruce Willis incarne un rôle très similaire à celui du film précédent, First Kill. Au final, Act of Violence ne réinvente rien, mais il s'avère être un DTV qualitatif. Et au casting, on peut notamment retrouver Mike Epps, mais aussi Sophia Bush, Brooke dans Les Frères Scott. Le 26 novembre 2018 sort Les Sentinelles du Pacifique. Réalisé par Feng Xiao et scénarisé par Ping Chen. Le film relate le bombardement de la ville de Chongqing par les forces américaines pendant la Seconde Guerre mondiale. Et ce qui est assez dingue, c'est que j'ai vu ce film, mais c'est le trou noir total. J'en garde un souvenir assez désagréable, et excepté de légères scènes, rien ne me revient en tête. Je crois que Bruce Willis a une très très faible présence à l'écran, vraiment c'est juste au début, je me rappelle plus s'il meurt ou quoi que ce soit, mais je crois qu'on le voit presque pas. Mais au casting, on peut aussi retrouver Adrien Brody, qui a aussi eu une période direct-to-vidéo, et l'actrice Fan Bingbing, qu'on a pu retrouver dans le film 355, et aussi dans la suite de Ice Road. Je vais pas développer plus pour ce film, parce que j'ai pas spécialement eu envie de le revoir, de toute façon je l'ai plus en DVD, et je sais pas s'il est sur des plateformes. Le 1er août 2019 sort Représailles. Derrière mon dos, prends mon pistolet. Réalisé par Brianna Miller et scénarisé par Brian Ammons. Jacob, un directeur de banque hanté par un violent hold-up qui a coûté la vie à ses collègues, fait équipe avec son ancien voisin qui était policier James pour faire tomber l'agresseur. Alors que les deux hommes travaillent ensemble pour déterminer la prochaine action du voleur, Gabriel, le criminel hautement qualifié, a une longueur d'avance sur eux. Lorsqu'il kidnappe la femme et la fille de Jacob, il s'engage dans une voie sanglante qui déclenche une contre-attaque explosive et amène les trois hommes au point de rupture. C'est l'un des pires films de la filmographie de l'acteur. Dès les premières minutes, tout donne l'impression d'une production limitée, qui tente désespérément de paraître plus ambitieuse qu'elle ne l'est. Le problème, c'est que le film accumule tellement de défauts qu'il finit par devenir épuisant à regarder, même pas drôle, ça en fait même pas un nanar.
Le réalisateur livre probablement l'un de ses travaux les plus chaotiques. Le casting attire pourtant l'attention sur le papier. Frank Rio, acteur capable du meilleur comme du plus alimentaire, rejoint Bruce Willis dans cette production à très petit budget. Le problème, c'est que rien dans le film ne semble réellement exploiter le potentiel de ces acteurs. Les personnages peinent à être développés, les dialogues sont fonctionnels au strict minimum, avec un scénario qui donne constamment l'impression d'être un assemblage d'idées véritablement floues. La réalisation constitue le plus gros problème du film. Les scènes d'action sont montées de manière extrêmement agressive, avec des coupes incessantes qui rendent des affrontements illisibles. La caméra tremble constamment, au point de donner parfois l'impression que le film cherche à cacher un manque de moyens derrière une mise en scène pseudo-nerveuse. Certaines séquences deviennent même involontairement absurdes, notamment une scène où plusieurs policiers tirent chacun tour par tour, pendant que la caméra effectue des mouvements gauche-droite rapides et désordonnés. Le résultat ressemble davantage à une confusion visuelle permanente qu'à une véritable scène d'action. Cette approche donne au film une sensation de précipitation constante. Rien ne semble réellement réfléchi ou construit. La direction d'acteur est inexistante, et une fois de plus, c'est frustrant, parce que ces direct-to-vidéo ont à mon sens un certain charme, mais là c'était un cauchemar. Le 10 juin 2020 sort 10 Minute Gone. Belle façon de respecter le code d'honneur entre voleurs. Dernière collaboration entre Bruce Willis et cet infâme réalisateur qu'est Brennan Miller, et c'est scénarisé par Jeff Jingle et Kelvin Mao. Frank, expert en cambriolage de banque, n'a jamais eu de problème de travail jusqu'à ce que son frère soit tué lors d'un cambriolage. Assommé, Frank se réveille dans une ruelle sale sans se rappeler comment le braquage s'est terminé, ni qui a tiré sur son frère. Pour le patron de Frank, Rex, responsable des crimes violents, rien de tout cela n'a d'importance, il veut juste le butin. À court de temps et d'informations, Frank doit découvrir quel membre de leur équipe les a trahis. 10 Minute Gone marque la 4e collaboration et une fois de plus ratée entre Bruce Willis et Brennan Miller. On retrouve les défauts qui caractérisent cette association. Le film part pourtant d'une idée de base plutôt intéressante, un homme qui perd la mémoire de 10 minutes pendant un braquage et qui tente de reconstituer ce qui s'est passé. Concept déjà vu certes, mais pourtant, il aurait pu donner naissance à un thriller nerveux qui jouera sur la confusion et les faux-semblants. Malheureusement, le film n'exploite jamais ce potentiel. Le principal problème vient du fait que tout paraît constamment sous-développé, une fois de plus. Le récit avance très rapidement sans construire quoi que ce soit. Le film est relativement court et paradoxalement, il semble malgré tout manquer de rythme et d'intensité, avec des idées abandonnées ou simplifiées en cours de route, qui pourraient laisser penser qu'il y a possiblement eu des réécritures pendant le tournage, presque au jour le jour. La structure narrative aussi ajoute une certaine maladresse à l'ensemble. En parallèle, l'intrigue de Bruce Willis, figure criminelle qui intervient régulièrement dans des scènes de discussion avec d'autres malfrats. Ces moments donnent presque l'impression d'une narration indirecte, mais leur utilité dans le récit reste floue, et certains personnages secondaires paraissent présents uniquement pour remplir un film vide. Des victimes expéditives, un personnage qui illustre parfaitement le problème, il existe à peine à l'écran. Le personnage du Texas Battle qui est présent mais qui se fait évincer de suite. Visuellement, le film souffre de la mise en scène du réalisateur, et on retrouve cette caméra constamment agitée, ces tremblements permanents et ce montage nerveux qui cherche à créer artificiellement de la tension, mais qui finit surtout par rendre une action confuse et fatigante. Les performances des acteurs oscillent régulièrement entre surjeu et désintérêt total, ce qui renforce une fois de plus cette impression de projet fabriqué rapidement, sans réelle cohésion, un peu comme du Asylum. On tourne, c'est ok, même si c'est pas parfait, voire pas bien, c'est fini. Le plus regrettable dans tout ça, c'est qu'il y a une idée de départ comme dans les films de Brennan Miller, mais c'est systématiquement desservi par une exécution brouillonne et un manque évident de moyens, mais surtout de talent. Brennan Miller, c'est un yes man et l'un des pires réalisateurs vivants. Et au casting, on peut notamment retrouver en tête d'affiche avec Bruce Willis, l'acteur Michael Chiklis. Le 5 août 2020 sort Trauma Center. Réalisé par Matt Escandri, qui signe sa première collaboration avec Bruce Willis. C'est un réalisateur dont on va reparler, et scénarisé par Paul G. Da Silva. À San Juan, Porto Rico, une jeune femme du nom de Madison est blessée lorsqu'elle est prise sous le feu croisé de deux flics corrompus, Pierce et Toole. Elle se réveille dans un hôpital, et en tant que témoin d'un de leurs crimes, elle est placée sous protection de la police.
Le malheur de Madison se transforme en véritable cauchemar lorsque les deux policiers décident de finir le travail. Une sorte du jeu du chat et de la souris dans un hôpital, bizarrement presque désert. Même avec une ambiance nocturne, des couloirs vides et une menace qui se rapproche progressivement, l'idée a déjà été vue de nombreuses fois et ce type de décor pouvait initialement fonctionner avec une bonne mise en scène et une tension bien construite. Et c'est probablement ce qui rend le résultat, une fois de plus, frustrant. Le film possède une bonne atmosphère. Et certaines scènes de poursuite sont même relativement bien mises en scène. La réalisation n'est pas catastrophique techniquement et arrive parfois à exploiter correctement le décor de l'hôpital pour créer des situations intéressantes. Pendant un instant, on a presque l'impression que le film pourrait devenir un petit thriller efficace. Mais très rapidement, tout s'effondre à cause de l'écriture des personnages. Le personnage de Bruce Willis est un personnage fonction, qui est inutile. Il est là sans être là. Le reste du casting souffre d'une écriture extrêmement maladroite. Les deux policiers notamment accumulent des décisions absurdes. Et eux ils sont flics mais c'est n'importe quoi. Le problème n'est pas seulement qu'ils soient méchants ou caricaturaux, mais ils donnent constamment l'impression d'être des incapables, de réfléchir à l'envers, ce qui casse totalement leur crédibilité. Une scène qui illustre parfaitement le problème, c'est alors qu'ils poursuivent Maddie dans l'escalier de l'hôpital, les deux hommes descendent étage par étage, ouvrant les portes fermées sans jamais réaliser l'évidence de la situation, elle n'est pas descendue. Puis arrivé en bas, l'un d'eux décide de conclure, sérieusement disant « Mais, en fait, je crois qu'elle est jamais descendue. » Non mais sans blague, espèce de... Ce genre de moment transforme ce qui devait être une scène de suspense en gros nanar, tant le comportement des personnages paraît artificiel et stupide. Et c'est malheureusement le problème constant tout au long du film. Chaque fois que la tension pourrait réellement monter, le scénario prend une décision incohérente ou introduit un comportement absurde. En fait, c'est un film qui s'auto-sabote. Mais ici encore, le film ne fait pas grand-chose de réellement intéressant. Il y avait matière à faire un huis clos tendu avec le décor de l'hôpital. Au casting, il y a notamment Tito Ortiz, Texas Battle et Nikki Whelan, icône féminine du direct-to-vidéo que je pourrais possiblement aborder dans une prochaine vidéo. Le 1er juin 2020 sort Survive the Night. Sortez d'ici tout de suite. Frank fait équipe avec son fils, Rich, après que deux criminels en fuite d'un cambriolage se soient introduits par effraction dans leur maison de campagne. Survive the Night possède une dimension un peu particulière dans la filmographie récente de Bruce Willis, notamment pour le public français. Il s'agit du dernier film dans lequel l'acteur est doublé par Patrick Poivet, voix emblématique associée à Bruce Willis, qu'il a doublé pendant des décennies avant de nous quitter en 2020. Rien que pour cela, le film possède une petite valeur symbolique supplémentaire pour beaucoup de spectateurs habitués à entendre cette voix, devenu indissociable de l'acteur. Concernant le film lui-même, on reste sur une formule extrêmement classique, un home invasion. Le scénario ne cherche jamais réellement à réinventer le genre, une famille isolée, des criminels, une nuit sous tension et une situation qui dégénère progressivement. Tous les codes habituels sont présents, mais contrairement à beaucoup de productions direct ou vidéo, le film parvient au moins à rester relativement solide dans son exécution. Le principal point positif vient surtout du casting. Bruce Willis livre ici une performance plus convaincante que dans certaines de ses productions les plus tardives, et Chad Michael Murray constitue également une bonne surprise, acteur que j'aime de tout mon cœur parce que c'est le cas dans Les Frères Scott, qui livre ici une bonne prestation et s'avère convaincant dans un registre sérieux. Son personnage reste cliché mais suffisamment intéressant pour que l'on s'y attache. Le véritable problème du film vient surtout de son rythme. Pour un thriller censé reposer sur la tension et l'urgence, Survive the Night prend énormément de temps pour avancer. Certaines scènes s'étirent inutilement et la montée en tension retombe régulièrement, ce qui nuit fortement à l'efficacité du concept. Dans Home Invasion, la pression devrait normalement augmenter progressivement jusqu'à devenir étouffante. Et ici, le film casse parfois sa propre dynamique. On reparlera de Chad Michael Murray dans pas très longtemps. Le 28 juillet 2021 sort Open Source. Il se sert de ma fille pour s'en prendre à moi. T'as des enfants, Miller? Ramène plutôt ma petite fille. Réalisé par Matt Escandri, qui a réalisé Survive the Night, et scénarisé par Joe Russo et Chris Lamont. Inquiète que sa technologie révolutionnaire soit utilisée à mauvais escient, à des fins militaires, Eva Chalmers s'approche d'un extrémiste connu sous le nom du Pardonneur, qui promet de l'aider à l'utiliser pour sauver le monde. Lorsqu'elle rechigne à ses projets terroristes, il la prend en otage et tente de contraindre son père, Donovan Chalmers, de révéler les codes pour l'activer. Donovan engage une équipe de mercenaires dirigée par Derek Miller pour sauver Eva et récupérer la technologie. Hardkill ou Open Source ne réinvente pas le cinéma d'action et reste une petite série B, limitée par son budget mais qui possède suffisamment d'énergie
et d'efficacité pour devenir très sympathique. Bruce Willis retrouve un réalisateur qu'il connaît déjà, mais également plusieurs éléments typiques du DTV. Une intrigue simple, un décor unique et un groupe de personnages enfermés à l'intérieur de celui-ci, nous offrant un huis clos, similaire à une mission GTA. L'action se déroule principalement dans une usine abandonnée, un décor bien exploité par le film, les grands espaces industriels, les couloirs métalliques et les zones désaffectées donnent au récit une ambiance particulière et permettent de varier un minimum les scènes d'action. Le rythme est assez inégal, ça alterne constamment entre fusillades et longues scènes de dialogue, parfois beaucoup moins intéressantes, mais malgré ça, ça conserve une certaine dynamique, avec une mise en scène qui n'est pas trop dégueu. Matt Escandri reste un réalisateur de direct-to-vidéo, mais qui essaye de faire les choses en étant un minimum soigneux. Les personnages représentent à la fois une qualité et un défaut au film, parce qu'ils restent des clichés ambulants, comme le personnage de Sacha, interprété par Eva Marie, qui illustre parfaitement cette approche, une combattante ultra efficace, look très stylisé, cheveux violets et attitude ultra badass. J'aime bien ce personnage et j'aime bien Eva Marie, je vais revenir un peu après sur elle, quand je vais parler du casting. Et Bruce Willis, de son côté, un peu plus présent que dans d'autres productions, et du coup, le film n'échappe jamais totalement à cette sensation de production fauchée. Mais je l'aime bien malgré ses défauts. Côté casting, on peut retrouver Jesse Metcalfe, dont on va reparler un peu plus tard, qui a notamment joué John dans Desperate Housewives, Texas Battle, dont j'ai déjà parlé, et la catcheuse Eva Marie. Eva Marie, c'est une catcheuse qui a travaillé pendant presque 10 ans à la WWE. Elle a été à SmackDown, à Raw, à NXT, elle a participé à SummerSlam, à WrestleMania, et visiblement, en 2021, son contrat n'a pas été renouvelé. Le 18 mars 2021 sort Anti-Life. Les derniers 50 millions. Si tu remarques un comportement étrange, tu me le dis tout de suite. Réalisé par John Suits et scénarisé par Edward Drake, qui sonne la première collaboration entre Edward Drake et Bruce Willis. En 2242, notre monde meurt et afin de survivre, une arche spatiale avec 300 000 survivants se dirige vers une nouvelle planète surnommée la Nouvelle Terre. Noah parvient à se faire passer pour un mécanicien pour embarquer dans la navette avec sa femme qui est enceinte, mais rapidement, lors du voyage, des mécanos sont infectés par un parasite mutant, qui les transforme en tueurs, ce qui compromet fortement le voyage. Anti-Life s'inscrit clairement dans cette vague de films de science-fiction à la Alien the Thing, produite avec des moyens limités, nous offrant un résultat sans surprise très loin des modèles qu'il tente d'imiter. C'est un film qui a cumulé défauts techniques et narratifs, mais qui paradoxalement peut malgré tout se regarder comme un nanar divertissant, si l'on accepte totalement ses limites. Lors de la première version, le choc de la faible qualité peut même être assez marquant, surtout si l'on n'est pas habitué à ce type de production. Mais dans le contexte plus large des nombreux DTV de science-fiction, le film s'inscrit dans cette catégorie de production cheap, et parfois involontairement comique. Les effets spéciaux sont globalement ratés, on sent clairement des contraintes budgétaires, ce qui pourrait être pardonné en soi, mais ce que je supporte pas dans ces films-là, ce sont les flashs en CGI qui sortent des armes, parce que ça donne un rendu totalement artificiel qui casse l'immersion. La réalisation de John Suits est également pas dingue, parce que ça manque de dynamisme, d'idées ou même de composition visuelle, là où certains débats existent souvent autour des réalisateurs qualifiés de yes man dans des blockbusters récalibrés, Anti-Life illustre plutôt l'inverse, une réalisation plate sans relief qui semble simplement suivre le scénario sans jamais chercher à lui donner une véritable identité. Mais par contre, là où le film réussit plutôt ce qu'il entreprend, c'est dans les effets gore, parce qu'il y a quand même pas mal d'effets pratiques et des effusions de sang, qui sont les bienvenus dans ce film et qui ajoutent une certaine dimension horrifique. Le rythme reste suffisamment soutenu pour éviter un ennui total, ce qui permet de rester regardable malgré tout. Au casting, on peut retrouver Thomas Jane, qui fera sans doute l'objet d'une des prochaines chroniques direct ou vidéo, Cody Kersley, qu'on a pu notamment voir dans Riverdale, mais qu'on reverra dans cette vidéo, Timothy V. Murphy, qu'on reverra dans cette vidéo, et Rachel Nichols. Le 26 mai 2021 sort Cosmic Scene. Tu crois vraiment être de taille à accomplir cette mission? Repose-moi la question, si tu l'oses. Je déclare officiellement lancer l'opération Cosmic Scene. Votre équipement. Réalisé par Edward Drake et scénarisé par Corey Large. Nous sommes en 2054, des soldats et des scientifiques s'allient pour faire face à une menace extraterrestre qui peut infecter le corps humain. Cosmic Scene s'inscrit dans la même veine qu'Anti-Life, à savoir une science-fiction de série B centrée sur une menace extraterrestre de type parasite capable de transformer ses hôtes. On est clairement sur une production qui cherche à viser invasion alien, survie militaire et enjeux interstellaires, mais avec des moyens et une écriture qui peinent à suivre les ambitions affichées. Il s'agit également du premier film dans lequel joue Bruce Willis, qui est réalisé par Edward Drake.
et Drake poursuivra cette collaboration sur plusieurs direct-to-vidéo dans la même période, construisant progressivement une filmographie très associée à cette phase tardive de la carrière de Bruce Willis. Bruce Willis occupe à nouveau un rôle très proche de celui qu'il avait dans Anti-Life, celui d'une figure militaire expérimentée, placée en position d'autorité, mais relativement en retrait dans l'action. Fangrio est également présent, on retrouvera ici un terrain qu'il connaît bien dans le cinéma d'action. On retrouve aussi la catcheuse C.J. Perry, connue du monde du catch sous le nom de Lana, et dont le style de combat reste surtout associé à ses performances sur le ring plutôt qu'au cinéma. Lachlan Monroe est également de la partie acteur prolifique, qu'on a pu voir dans de nombreux films, comme dans Scary Movie, dans Freddy contre Jason, même dans Riverdale, et dans d'innombrables films jusqu'à de la série Z de monstres, et aussi Costas Mandylor, qui parlera immédiatement aux fans d'horreur parce que c'est Mark Hoffman dans la saga Saw. Le film a une petite particularité, c'est que c'est une production qui a débuté en mars 2020 avant d'être interrompue à cause du Covid, puis repris en juin 2020. Sur le plan narratif, Cosmic Sin souffre d'un problème majeur de construction de scénario. C'est expéditif, tout s'enchaîne sans jamais prendre le temps d'expliquer correctement quoi que ce soit, et ça laisse le spectateur dans une certaine confusion par moment. Des personnages apparaissent et disparaissent ou meurent sans qu'on sache véritablement pourquoi, ce qui donne à l'ensemble une impression totalement brouillonne. Difficile à suivre dans ses intentions, visuellement le film oscille constamment entre des passages corrects et d'autres franchement ratés. Malgré tout, je trouve que la scène d'introduction se distingue légèrement du reste du film et propose une séquence horrifique relativement efficace qui laisse entrevoir que le projet aurait pu, avec un traitement plus maîtrisé, être plutôt sympa. Le 6 juillet 2022 sort Les Proies ou Midnight in the Treegrass. Et qu'à cette reprise, ces 26 derniers mois, j'ai dû m'asseoir face à des familles pour livrer le message que leur fille avait été sauvagement tuée et jetée comme un déchet au bord de l'autoroute. Les agents du FBI Carl Helter et Rebecca Lombardi sont sur le point de démanteler un réseau de trafic de prostituées. Lorsqu'ils réalisent que leur enquête a croisé le chemin d'un tueur en série brutal, ils font équipe avec le Texas Ranger Brian Crawford qui a des années d'expérience dans ce domaine. Le film est scénarisé par Alan Hornsey, dont je vais reparler un peu plus tard, et réalisé par un personnage qui s'apparente aux véritables ordures que l'on peut croiser à Hollywood, et d'ailleurs je trouve qu'il a la gueule de l'emploi, Randall Emmett. Le Randall Emmett scandale est justement un élément important si on veut parler de la mécanique direct-to-vidéo globale, mais surtout de Bruce Willis. Dans l'ombre de la série B et du direct-to-vidéo, il y a une figure qui revient constamment, le producteur Randall Emmett. Un nom que l'on retrouve derrière une grande partie des films de cette époque, notamment ceux avec Bruce Willis, il a produit presque tous les films que j'ai parlé dans cette vidéo, et qui symbolise à lui seul ce système de production ultra rapide, centré sur des tournages courts, des budgets réduits et des têtes d'affiche utilisées avant tout comme argument marketing. Mais cette machine à film a aussi été rattrapée par plusieurs polémiques. Randall Emmett a été visé par différentes accusations relayées dans la presse américaine, notamment concernant les conditions de travail difficiles, des problèmes de paiement et des comportements jugés abusifs sur certains plateaux. Certaines enquêtes évoquent aussi une gestion très contrastée de ses productions et des équipes, loin de l'image glamour associée à Hollywood. Ces éléments ont été largement remis en lumière dans le documentaire The Randall Scandal, Love, Loathing and Vanderpump, qui revient sur les coulisses de son empire et des nombreuses accusations qui entourent sa carrière. Le documentaire ne se contente pas de parler de sa vie personnelle, il s'intéresse surtout à son rôle dans l'industrie et à la manière dont certains projets auraient été produits dans un climat très critiqué par d'anciens collaborateurs. Ce qui est intéressant, c'est que ce type de documentaire vient presque réécrire a posteriori la perception de toute une époque de direct-to-vidéo. Des films autrefois vus comme de simples séries B anecdotiques, deviennent avec du recul les pièces d'un système plus large, celui d'une production industrielle rapide, parfois opaque, où on enchaîne les tournages avec des stars en fin de cycle de carrière. Parenthèse faite sur Randall Emmett, on retourne sur le film Les Proies. Le film donne malheureusement une impression de grosse déception, surtout parce que la bande-annonce laissait espérer quelque chose de plus solide sur le papier, avec un concept pas forcément original, mais qui donne quand même envie de s'y intéresser. On va dire que le point positif du film est paradoxalement le tueur, qui est le seul personnage réellement un peu travaillé, avec une écriture un peu plus détaillée et plus construite. Il possède une présence qui contraste fortement avec le reste du casting. À côté de lui, les autres personnages paraissent beaucoup plus vides, notamment celui de Bruce Willis et même celui de Megan Fox, sans être trop développé. Emile Hirsch s'en sort globalement correctement dans son interprétation, mais son personnage souffre d'un manque d'écriture. Il a une impression constante de vide autour de lui, comme si le scénario ne donnait jamais suffisamment de matière pour exister pleinement.
Cela crée une forme de frustration car son rôle aurait pu être plus intéressant avec un minimum de développement supplémentaire. L'enquête, quant à elle, reste malgré tout divertissante par moments, mais elle est irrégulière. Certaines transitions donnent l'impression qu'il manque des scènes entières ou que le film coupe brusquement dans des moments où la tension commençait à devenir intéressante. Cette sensation de montage incomplet rappelle d'autres productions du même type où le rythme semble parfois dicté plus par des contraintes de production que par une véritable construction narrative. Côté casting, dans un tout petit rôle, on peut retrouver Jackie Cruz, qui jouait Flacca dans Orange is the New Black. Au final, le film est frustrant parce qu'en comparaison, le film 48 heures chrono ou The Factory avec John Cusack était vraiment plus réussi, avec une histoire très similaire. Mais au casting, on peut aussi retrouver Lucas Haas, qui a notamment joué dans Mars Attack, mais aussi dans pas mal de films cultes. Là, il est dans une période direct-to-vidéo depuis plusieurs années, même si on l'a vu dans Babylone de Damien Chazelle. Le 20 janvier 2022 sort Out of Death. S'il vous plaît, je ferai tout ce que vous voulez. Je vous promets que je dirai rien. Qu'est-ce que tu fous, Billy? Aidez-moi, je vous en prie. Réalisé par Mike Burns, qu'on retrouvera un peu plus tard. Au cours d'une randonnée, une jeune femme assiste au meurtre d'un dealer par une policière, et après avoir photographié le crime, elle s'enfuit dans la forêt tandis que la policière la traque avec son coéquipier. Une question me vient à l'esprit, pourquoi les antagonistes de ce genre de production passent-ils leur temps à se disputer pour des broutilles? On a souvent l'impression d'assister à des chamailleries de cours de récréation plutôt qu'à des échanges entre criminels supposés être dangereux. Au lieu de renforcer la tension, cela finit surtout par rendre certaines scènes involontairement ridicules. Et au-delà de ça, qu'est-ce que l'on retient réellement du film une fois le générique terminé? Honnêtement, pas grand-chose. Le scénario accumule les clichés du thriller d'action à petit budget, s'étirant inutilement, tandis que certaines de ses sous-intrigues sont totalement expédiées, voire inutiles. Les personnages manquent cruellement d'épaisseur, et les dialogues ne permettent jamais de leur donner une véritable personnalité. Le casting tente de maintenir l'ensemble à flot, mais il est difficile de faire des miracles avec un matériau aussi pauvre. Bruce Willis retrouve Kelly Grayson et Michael Cera avec lesquels il a déjà travaillé, mais on y reviendra un peu plus tard. Malheureusement, aucun des personnages n'est suffisamment intéressant. Il y a même certains moments qui donnent une étrange sensation de vide. Une scène en particulier m'a fait sourire malgré moi. Bruce Willis dit au revoir à sa nièce en lui faisant un signe de la main. On entend la voiture partir au loin, mais tout se déroule hors champ. La scène est tellement étrange qu'on finit par se demander s'il y avait vraiment quelqu'un derrière la caméra, et en soi je pense pas. Visuellement, le film souffre également d'une photographie très terne. Cette colorimétrie grisâtre omniprésente semble vouloir instaurer une ambiance sombre et réaliste, mais elle finit surtout par rendre l'image fade et sans personnalité. C'est un direct-to-vidéo oubliable, pas suffisamment divertissant pour devenir un plaisir coupable. Il se contente juste de tout enchaîner avec beaucoup de maladresse sans proposer quelque chose de mémorable. Le 21 avril 2022 sort Survive the Game ou Killing Fields. On va le sortir de là. Je vais te couvrir. On liquide ou on est liquidé? Réalisé par James Cullen Bressak, qui officie principalement dans le direct-to-vidéo, que ce soit avec Mel Gibson, Van Damme ou même Steven Seagal. Deux flics font une descente dans un repère de dealers, mais un couple de toxicomanes tire gravement sur l'un d'entre eux, tandis que son coéquipier le poursuit dans une ferme perdue, entretenue par un vétéran, et ce dernier accepte de l'aider. Survive the Game est probablement l'un des pires films de cette vidéo. Pourtant, en tant qu'amateur de série B et direct-to-vidéo, je pars souvent avec une certaine bienveillance. Il arrive parfois que, perdu au milieu d'un océan de production médiocre, émergent quelques véritables bonnes surprises. Malheureusement, ce n'est absolument pas le cas ici. Le film figure même parmi mes pires découvertes de l'année 2022, donc c'est pour vous dire, c'était une expérience pénible, et le plus frustrant, c'est qu'il est difficile de trouver un domaine dans lequel le film fonctionne. La réalisation est catastrophique et certaines séquences donnent l'impression d'avoir été tournées à la va-vite. Et au final, je pense que c'est pas une impression. Les scènes d'action sont mal découpées, les choix de cadrage sont souvent maladroits et le montage ne parvient jamais à créer quoi que ce soit. On a constamment le sentiment que le film cherche à masquer son manque de moyens sans jamais y parvenir. Les effets visuels constituent également un énorme point faible. Les scènes en voiture sont particulièrement révélatrices du problème. Les fonds verts utilisés sont d'une qualité très discutable et l'éclairage semble parfois tellement artificiel qu'il devient impossible de saisir ce que l'on voit. Certaines séquences ressemblent davantage à un exercice technique inachevé qu'à un film professionnel. Le scénario accumule évidemment tous les clichés une fois de plus. Les personnages prennent des décisions absurdes, les dialogues sont stupides et les situations reposent souvent sur des comportements grotesques qui finissent par casser toute tentative de suspense. Plus ça avance, plus ça devient difficile de prendre au sérieux ce qui se déroule à l'écran. C'est un véritable naufrage. Côté casting, il n'y a malheureusement pas grand chose à sauver. Les acteurs oscillent régulièrement entre désintérêt total et surjeu permanent. Chad Michael Murray représente probablement ma plus grosse déception du film. C'est un acteur que j'ai déjà trouvé convaincant dans plusieurs projets, mais ici son interprétation paraît totalement forcée et manque de naturel.
Et du côté de Michael Cera, bon, ça reste un acteur que j'aime bien, mais c'est un acteur de direct ou vidéo, c'est pas un grand acteur. Le 23 février 2022 sort Apex. T'es bon. Gamin, je suis plus que bon. Je suis le bacon et les œufs du dimanche matin. Nouvelle collaboration entre Bruce Willis et Edward Drake. Drake réalise le film et Corey Large le scénarise. Donc c'est la même équipe que Cosmic Sin. Dans un futur proche sur une île déserte, un ancien flic est traqué par 5 chasseurs d'élite qui ont dépensé une fortune pour se prêter à leur jeu favori, la chasse à l'homme. Apex est typiquement le genre des films qui sur le papier auraient dû me plaire. Un survival futuriste, une chasse à l'homme sur une île déserte, des tueurs envoyés pour traquer une cible réputée dangereuse, dit comme ça on pourrait presque s'attendre à une version un peu série B, en quelque sorte, d'un Predator. Et tous ces films de traque. Le problème, c'est que je ne sais absolument pas ce qu'il s'est passé lors de l'écriture du scénario pour arriver à un résultat aussi incohérent. Le principe du film est simple. Bruce Willis est la cible d'une chasse à l'homme, sauf qu'au lieu d'assister à une traque tendue où les chasseurs doivent faire preuve d'intelligence pour trouver leur proie, on passe surtout 1h40 à regarder des chasseurs s'entretuer et faire ni plus ni moins qu'un énorme concours de celui qui pissera le plus loin. À croire que personne n'a compris l'objectif de la mission. Bruce Willis passe donc une bonne partie du film à se promener sur l'île, pendant que ses poursuivants règlent leur compte. À un moment, le personnage de Bruce Willis bouffe même une plante qui lui provoque une hallucination, il fait un bad trip et c'est lunaire. On n'est plus vraiment dans le survival, mais dans une étrange expérience où chacun semble davantage préoccupé à prouver qu'il en a une plus grosse que par accomplir la mission et gagner de l'argent. Comme pour Cosmic Sin, le film est rempli de clichés et d'idées déjà vues 100 fois. On sent pourtant qu'il essaye, parfois, d'adopter un ton légèrement décalé, presque second degré par moment, mais sans jamais suffisamment aller loin pour devenir réellement drôle. Visuellement, c'est très inégal. Les quelques effets spéciaux numériques sont rarement convaincants, notamment les plans sur l'île, vus du ciel, qui donnent souvent l'impression de regarder un décor de jeu vidéo datant de plusieurs années. Le seul élément qui sauve un peu le spectacle, ce sont les mises à mort, qui sont plutôt amusantes. Le film bascule parfois dans une sorte de slasher d'action, où les personnages tombent les uns après les autres, de manière assez brutale. C'est pas forcément impressionnant, mais au moins il se passe quelque chose. Par contre, il y a une question qui m'a hanté pendant tout le visionnage, c'est que en fait la douleur n'existe pas dans cet univers. Les personnages prennent des coups monstrueux, ils se font tirer dessus, poignarder, casser des membres, et réagissent à peine. Une fracture ouverte provoque tout juste une petite grimace avant que le personnage ne reparte comme si de rien n'était. À ce stade-là, on est clairement sur un jeu vidéo. Et d'ailleurs, Apex, film sorti en pleine période où le jeu vidéo Apex Legends était partout. Je dis pas que quelqu'un a essayé de surfer sur une tendance, je constate simplement une coïncidence assez amusante. Et au final, si on prend Anti-Life, Cosmic Sin et Apex comme une sorte de trilogie officieuse de science-fiction avec Bruce Willis, le constat reste le même. Des concepts qui pourraient fonctionner, des idées parfois intéressantes mais une exécution désastreuse, beaucoup de clichés, peu de moyens, des scénarios bancals et cette impression permanente de voir des films qui auraient pu être bien meilleurs avec davantage de temps, de budget et de réflexion. Côté casting, on retrouve Lachlan Monroe, une fois de plus, qui est toujours là avec Neil McDonough, et c'est d'ailleurs le premier film dans lequel sa fille, London Jane McDonough, joue, et donc elle partage l'écran avec son père. Et je parlerai sans aucun doute de Neil McDonough dans une prochaine chronique. Décidément, des acteurs dans le direct ou vidéo, il y en a énormément. Le 3 décembre 2021 sort Deadlock. This is my legacy. Réalisé par Jared Cohn, un réalisateur habitué des productions Asylum qu'on reverra plus tard, et scénarisé par Cam Cannon, qui a notamment travaillé sur le scénario du SS Indianapolis. Ron Whitelock, criminel recherché, dirige une équipe de mercenaires recrutés dans le but de se venger. Il est persuadé que des détectives locaux sont responsables de la mort de l'un de ses fils et de l'emprisonnement injustifié de l'autre. Le groupe d'hommes impitoyables s'empare brutalement d'une centrale hydroélectrique. Si le barrage explose, la ville voisine sera détruite. Mark, béret vert retraité, travaille comme soudeur dans la centrale et assiste à cette incursion, et réussit à passer inaperçu afin de sauver les innocents. Franchement, Deadlock c'était vraiment super mauvais, mais c'était très divertissant. On est face à un genre de film qui échoue pratiquement dans tout ce qu'il entreprend, mais qui pour une raison difficile à expliquer, parvient malgré tout à être amusant à regarder. Typiquement le genre de production qui bascule dans le mauvais film, qui bascule du mauvais film au nanar d'action, presque assumé malgré lui. Une fois encore, nous sommes sur l'une de ces nombreuses productions de la fin de carrière de Bruce Willis, construites autour d'une prise d'assaut dans un lieu. Sauf que cette fois, le rôle est inversé. Ce n'est plus lui qui défend le lieu attaqué, mais il participe à l'offensive. Sur le papier, pourquoi pas.
Dans les faits, le scénario accumule les incohérences, les facilités d'écriture, au point qu'il devient difficile de prendre l'histoire au sérieux. La réalisation n'aide pas vraiment, l'action manque souvent de tension, certains affrontements paraissent expédiés et plusieurs séquences donnent l'impression d'avoir été tournées dans l'urgence. J'ai l'impression que je dis ça à chaque fois, mais vu le type de production, venant d'un réalisateur qui a tourné chez Asylum, en fait c'est logique. Le casting lui-même parfois peine à convaincre, avec des performances très inégales. Mais c'est justement là que le film devient presque fascinant. Parce qu'à un moment, on finit par comprendre que ce n'est pas vraiment un thriller ou un film d'action traditionnel, mais c'est juste une mission GTA filmée. La centrale électrique est prise en otage, le héros avance de zone en zone, élimine des vagues d'ennemis, les uns après les autres, progresse jusqu'au grand affrontement final, comme s'il traversait différents niveaux d'un jeu vidéo. Chaque salle devient une nouvelle étape, chaque groupe d'adversaires ressemble à des PNJ attendant leur tour pour se faire éliminer, et bien sûr, le personnage principal ne manque jamais une occasion pour lâcher des petites punchlines après avoir battu quelqu'un, comme si les scénaristes avaient regardé tous les films d'action des années 80 d'affilée avant d'écrire le script. Ajoutez à cela des effets numériques de faux sang très visibles, des situations improbables, des personnages caricaturaux et une avalanche de clichés, et vous obtiendrez un cocktail assez improbable. Objectivement, le film est super mauvais sur pratiquement tous les plans. Mais, contrairement à d'autres productions simplement ennuyeuses, celui-ci possède au moins une qualité, il est constamment en mouvement. Au final, c'est une catastrophe cinématographique, mais une catastrophe amusante. Le genre de film dont on voit tous les défauts, dont on pourrait remplir plusieurs pages de critiques, mais qui réussit malgré tout à faire passer un moment relativement sympathique. Pour moi, c'est un bon gros nanar. Le 3 août 2022, sort Forteresse. Je partirai pas sans mon père. Va-t'en! Au moment où tu m'as trahi, tu as impliqué Paul et tu l'as précipité vers la mort. Réalisé par James Cullen Bressac, Robert Michael vit dans un villégiature top secret pour les agents de renseignement américains à la retraite. Alors que son fils vient lui rendre visite, un groupe de criminels pénètre dans l'enceinte. Le père et le fils vont tenter de sauver la situation. Je m'attendais à une véritable catastrophe, et pourtant, contre toute attente, le film s'avère être une bonne surprise. Alors on parle pas de chef-d'œuvre, hein, ça reste de la série B, mais simplement un film d'action qui fait correctement son travail et qui s'avère bien plus agréable que beaucoup de films dont j'ai parlé dans cette vidéo. L'histoire reste classique et ne cherche pas à réinventer le genre, il y a tout ce qu'on a déjà vu dans les autres films, donc il n'y a pas d'originalité, mais c'est raconté de manière suffisamment fluide pour que l'on passe un bon moment. L'une des bonnes surprises vient de sa réalisation. Dans le monde du direct-to-vidéo moderne, on a souvent l'habitude de voir des mises en scène très fonctionnelles, parfois même bâclées. Ici, le réalisateur tente au contraire quelques petites choses visuellement intéressantes. Il y a même un plan séquence, ce qui paraît presque improbable dans ce type de production à petit budget. Cela ne transforme pas le film en démonstration technique, mais il montre au moins qu'il y avait une certaine envie de faire le minimum pour avoir un bon résultat. Le casting constitue également un vrai point fort, les acteurs semblent globalement investis, et les personnages, sans être particulièrement profonds, restent suffisamment sympathiques pour que l'on s'attache à eux. On a envie de suivre leurs aventures, ce qui est déjà beaucoup pour un film comme ça. La véritable surprise ici vient de Chad Michael Murray, qui a déjà été inégal dans sa carrière, mais il livre une bonne prestation dans le rôle de l'antagoniste. Son personnage possède une vraie présence à l'écran, et il parvient à apporter davantage de personnalité au film, car il trouve un bon équilibre entre menace et charisme sans tomber dans la caricature. Au final, c'est une petite série B d'action tout à fait recommandable, et en plus de ça, ils ont fait une suite, dont je vais parler un peu plus tard. Côté casting, du coup, on a Chad Michael Murray, qu'on a déjà vu avec Bruce Willis, c'est sa 3e collaboration, Jesse Metcalf, 2e collaboration avec Bruce Willis, Kelly Grayson, également 2e collaboration avec Bruce Willis, Michael Cera, qui doit en être à sa 2 ou 3e aussi, Sir Darius Blaine, qu'on a pu voir notamment dans les films Jumanji, et la regrettée Shannon Doherty, qui jouait, je ne me rappelle plus laquelle, des Sœurs Halliwell dans Charmed. Le 15 novembre 2022 sort American Siege. Ma famille a bâti cette ville. C'est moi le shérif de ce comté. N'oublie surtout pas qui t'a mis là. Réalisé par Edward Drake et scénarisé par Corey Large, ce qui sonne une nouvelle collaboration entre le réalisateur, le scénariste et Bruce Willis, un shérif est chargé d'arrêter une bande de voleurs qui ont pris en otage un riche médecin. Quand on apprend qu'American Siege a coûté environ 10 millions de dollars, une question vient immédiatement à l'esprit: où est passé l'argent? Alors oui, Bruce Willis représentait certainement une partie importante du budget, comme c'était souvent le cas dans ce type de production, mais en prenant cela en compte, il est difficile de comprendre où les 9 autres millions ont bien pu être investis, tant le film paraît modeste, voire fauché, dans pratiquement tous ses aspects. Sans grande surprise, American Siege est un film assez pauvre.
La bande-annonce n'était pas totalement dénuée de promesses, le concept de départ restait classique, parce que c'est une prise d'otage dans un endroit comme beaucoup de films dont j'ai parlé déjà dans cette vidéo, mais on aurait pu espérer un petit thriller d'action divertissant. Malheureusement, le résultat est loin des attentes. Pendant près d'1h30, le film semble incapable de choisir entre thriller, polar et huis clos. Une grande partie du temps est occupée par des dialogues interminables et des conflits internes qui tournent rapidement en rond. Les antagonistes passent une bonne partie du film à se chamailler pour des raisons souvent insignifiantes, comme si le scénario cherchait artificiellement à créer de la tension sans jamais réussir. Le problème, c'est que ces disputes finissent par devenir risibles, parce qu'au lieu d'avoir affaire à des criminels dangereux ou complexes, on a l'impression d'assister à une succession de crises d'ego permanentes dans une cour de récréation. Ça retire énormément de crédibilité à l'ensemble et empêche le film de développer la moindre tension. L'action, elle aussi, est réduite au strict minimum. Quelques coups de feu sont échangés de temps en temps, pour rappeler qu'il s'agit quand même d'un film d'action, mais rien de réellement marquant ne se produit. Les affrontements sont courts, peu inspirés et rarement mis en valeur par la réalisation. Car une fois encore, la mise en scène constitue l'un des points faibles du film et elle reste très fonctionnelle, souvent brouillonne, et parvient jamais à donner du relief à quoi que ce soit. Les acteurs font ce qu'ils peuvent avec le matériel proposé, mais plusieurs de leurs performances manquent de conviction. Au final, ce que je retiens d'American Siege, c'est une étrange sensation d'avoir regardé un mauvais épisode de série télé tiré sur 1h30. En gros, on est sur un mauvais épisode d'Alerte Cobra. Côté casting, on retrouve une fois de plus Timothy V. Murphy et l'acteur Trevor Gretzky. J'avais pas parlé de lui, mais il était dans Apex et Cosmic Sin. Le 26 mai 2022 sort Gasoline Alley. Pourquoi vous me diriez pas qui serait dans le coup d'après vous? J'ai rien à voir là-dedans. J'ai parlé à pas mal de monde. Ils m'ont tous dit que vous étiez un type sans histoire. On essaie de me coller 4 meurtres sur le dos. En plein jour, bien sûr. Réalisé par Edward Drake et cette fois-ci scénarisé par Tom Siercho. Jimmy, un ancien détenu, est le principal suspect de l'assassinat de 3 personnes et afin de blanchir son nom, il est prêt à tout en enfreignant la loi et recherchant sans relâche le vrai tueur. Alors je l'avais dit que c'était quasiment certain qu'un jour Edward Drake finirait par sortir un film au minimum correct. Et après avoir enchaîné plein de productions de SF notamment assez laborieuses, le réalisateur change de domaine pour un polar sombre et terre à terre. Et contre toute attente, je trouve que ça fonctionne plutôt bien. Alors attention, faut pas s'attendre à découvrir le thriller exceptionnel qui va révolutionner le genre, c'est très classique, mais ça reste une série B, modeste, mais comparé aux précédentes réalisations d'Edward Drake, le résultat est nettement plus convaincant. Et surtout beaucoup plus agréable à suivre. Le scénario repose sur des bases assez classiques du polar contemporain, donc il ne réinvente jamais la roue et certaines situations paraîtront familières aux amateurs du genre, mais l'intrigue conserve suffisamment de mystère et de tension pour maintenir l'intérêt du spectateur jusqu'au bout. Pour une fois, on a réellement envie de savoir où l'histoire va nous amener. Le casting constitue également l'un des points forts du film, c'est notamment un vrai plaisir de retrouver Devon Sawa, acteur que beaucoup connaissent pour son rôle dans Destination Finale, mais aussi celui de Stan dans le clip culte d'Eminem. Il apporte une présence solide à l'écran et porte la bonne partie du récit sur ses épaules. Son personnage est loin d'être révolutionnaire, mais il est suffisamment crédible pour que l'on s'implique dans son enquête. Malgré tout ça, la réalisation d'Edward Drake reste assez faible, malgré quelques progrès, mais c'est encore très limité dans l'ensemble, avec certaines séquences qui auraient gagné à être plus travaillées. Cela dit, contrairement à ses précédents films, sa réalisation ne dessert pas complètement le film, et se montre suffisamment discrète pour laisser l'histoire fonctionner. Au final, la grande qualité du film, c'est peut-être simplement d'avoir dépassé les attentes. Je m'attendais à une nouvelle catastrophe dans la lignée des précédentes collaborations entre Bruce Willis et Edward Drake, et au lieu de ça, j'ai découvert un polar très honnête, qui se regarde sans trop de difficultés, et qui prouve que le réalisateur est capable de produire quelque chose de correct lorsqu'il évolue dans un registre plus adapté à ses moyens. Et au casting, on peut aussi retrouver Luke Wilson, qui a eu lui aussi une petite période d'TV à un moment. En 2022 sort A Day to Die. Toutes les missions qu'on a faites jusqu'à présent étaient sous la couverture de l'État. Là, c'est pas pareil, on est hors la loi. Alors c'est quoi le plan? Il nous faut des armes. Réalisé par Wes Miller, qui officie principalement sur des direct-to-vidéo, un ancien officier des forces spéciales est contraint de reformer son équipe pour réunir 2 millions de dollars en 12 heures afin de sauver sa femme kidnappée. A Day to Die dépasse largement le simple statut de série B d'action. On est ici en plein territoire du nanar, de ceux qui accumulent des défauts à une vitesse impressionnante, mais qui parviennent malgré tout à rester divertissants de par leur côté risible. Car oui, objectivement, le film est mauvais, voire même très mauvais, mais il possède ce petit quelque chose qui empêche totalement de décrocher. Le scénario recycle un peu tous les clichés imaginables des films d'action moderne où il y a quelqu'un en danger qu'il faut sauver, une course contre la montre, des règlements de compte, des fusillades à répétition et des personnages qui prennent régulièrement les décisions les moins logiques possibles. Les amateurs de genre auront probablement l'impression d'avoir déjà vu cette histoire des dizaines de fois, et à raison. La réalisation n'aide pas toujours à relever le niveau, certaines scènes sont brouillonnes, le découpage est horrible,
Mais le véritable point faible du film reste sans doute certains CGI, qui sont très approximatifs, qui rappellent parfois les grandes heures des productions Asylum. Explosions numériques, impact de balles et effets de sang, tout semble artificiel, et contribue au côté nanardesque de l'ensemble. Et pourtant, malgré tous ses défauts, le film possède un avantage considérable, il ne devient jamais ennuyeux. Le rythme est soutenu, les événements s'enchaînent rapidement et il se passe toujours quelque chose à l'écran, même lorsque le film dérape complètement. Il conserve un certain pouvoir divertissant, qui pousse à continuer le visionnage. Le casting est également une force, on retrouve plusieurs visages familiers du cinéma d'action direct ou vidéo, et ça fait quand même plaisir de les retrouver ici, comme par exemple Franck Grillo, dont j'ai déjà parlé dans cette vidéo, mais qui aura sans aucun doute une vidéo qui lui sera dédiée, mais aussi l'un des pires acteurs de l'histoire, Kevin Dillon. Et malgré que le film soit si mauvais, c'est un des films que j'ai le plus retenu dans cette liste. Le 17 mai 2022 sort Vendetta. Drôlement excitant, William Duncan. Note-moi que je suis assis contre toi. Je tremble même pas. Écrit et réalisé par Jared Cohn, dont j'ai déjà parlé. Dans une banlieue de Géorgie, un père de famille, ancien marine, va dîner avec sa fille, mais alors qu'il va chercher de la nourriture, il la laisse dans la voiture et elle est tuée par deux frères. Ces derniers ne sont pas incarcérés et remis rapidement en liberté, et du coup, le père de famille va tout faire pour venger sa fille. Au-delà de son aspect déjà vu, la bande-annonce donnait quand même envie, et on pouvait espérer une petite série B efficace. Le résultat final s'avère un peu décevant. Le principal problème du film est qu'il donne constamment l'impression d'être une version low cost de Death Sentence avec Kevin Bacon. La comparaison est même difficile à éviter tant les similitudes sautent aux yeux. Comme dans le film de James Wan, le héros perd brutalement un membre de sa famille avant de partir dans une spirale de vengeance. À plusieurs moments, on a presque l'impression d'assister à un simple copier-coller du récit, mais sans l'attention, la brutalité ni la qualité de mise en scène de James Wan. Clive Standen porte le film sur ses épaules et s'en sort plutôt correctement. Son personnage reste très classique, mais il parvient à lui donner un minimum de crédibilité. Bruce Willis occupe une place secondaire qui n'a rien de surprenant compte tenu de la période. Et en revanche, je trouve ça plutôt dommage que Thomas Jane soit lui aussi relégué au second plan. Son personnage possède pourtant un certain potentiel et chacune de ses apparitions apporte un peu plus d'intérêt au récit. Le casting comporte également Theo Rossi, acteur que j'apprécie énormément, notamment grâce à ses rôles dans d'innombrables séries télé et films. Malheureusement ici sa prestation fonctionne pas vraiment, son personnage d'antagoniste n'est pas mauvais sur le papier mais son interprétation n'est pas tellement convaincante, il surjoue beaucoup, multipliant les rires démoniaques et les regards menaçants. Il est trop caricatural et à force d'en faire trop, ça devient ridicule et plutôt grotesque qu'autre chose. Le rythme constitue un autre point faible du film, une grande partie du récit avance de manière assez mécanique, sans monter en puissance. Tout s'enchaîne et il faut attendre le dernier acte pour que le film propose quelque chose d'un peu plus intéressant. Comme beaucoup de séries B, le film souffre de plusieurs détails qui cassent régulièrement l'immersion. Les armes semblent posséder des chargeurs infinis, les fusillades défient parfois toute logique et certaines scènes de combat n'ont pas de sens. Il y a notamment un moment assez amusant où un personnage se fait tirer dessus, mais prend visiblement soin d'amortir sa chute en posant sa main au sol avant de tomber. Ce genre de détail paraît anodin, mais lorsqu'il s'accumule tout au long d'un film, il devient difficile de ne pas le remarquer. Et au casting, on peut aussi retrouver Mike Tyson. En 2022 sort Fortress Sniper A, la suite de Fortress. What do you want, Balzari? Today's game is 600 million in cold, hard cash. This again. It's gone. On change de réalisateur pour ici Josh Sternfilm et au scénario toujours Alan Hornsey. Alors c'est la même histoire que le premier, mais Chad Michael revient pour se venger. Le premier Fortress était loin d'être un grand film, mais il avait au moins le mérite d'être un divertissement d'action efficace. Avec son casting solide, quelques bonnes scènes et une réalisation correcte pour ce type de production, il se regardait sans difficulté malgré de nombreux clichés. Cette suite illustre parfaitement pourquoi toutes les séries B n'ont pas besoin d'être une franchise. L'histoire reprend quelques mois après le précédent. On apprend que Chad Michael Murray n'est pas mort, tout comme le personnage de Sir Darius Blaine. Un choix scénaristique qui donne immédiatement l'impression que les conséquences du précédent opus ont été effacées pour justifier une nouvelle aventure. Dès les premières minutes, le film peine à trouver sa raison d'exister. Le plus gros problème est qu'il s'agit ni plus ni moins d'un copier-coller, mais en moins bien. On a constamment l'impression que le scénario cherche à étirer artificiellement l'histoire pour atteindre la durée requise, à savoir 1h30, 1h40. La réalisation accuse également une baisse de régime. Les scènes d'action sont moins inspirées, la tension fonctionne moins, et l'ensemble manque d'énergie. Rien n'est véritablement catastrophique, mais tout paraît fade. Le film tente également d'élargir son univers en introduisant plusieurs nouveaux personnages. Malheureusement, la plupart se révèlent totalement dispensables. La femme de Balzari, la famille de Kate et plusieurs protagonistes secondaires semblent surtout présents pour remplir du vide. Et c'est ça en fait que l'impression générale du film. On remplit du vide par du vide, avec des clichés et au final quelque chose d'intéressant qui devient vite pénible à regarder. Le film était totalement dispensable, et le casting aussi sympathique soit-il ne le sauve pas parce qu'on retrouve exactement le même casting. En 2022 sort One Place. J'ai besoin de renforts.
Réalisé par Mike Burns, dont j'ai déjà parlé. Un fabricant de méthamphétamine traque un ancien chef de police dans une petite ville afin de le faire taire avant qu'il puisse témoigner contre lui. Bon, comme très souvent dans cette période, le résultat n'est vraiment pas fameux. Et ici, sans doute plus qu'ailleurs. On est face à une histoire de traque très classique, un genre de scénario qu'on a déjà vu des dizaines de fois, surtout dans le monde du direct ou vidéo. Le problème, c'est que le film ne propose rien pour se démarquer de la masse. Pourtant, les premières minutes ne sont pas désagréables. Le postulat de départ paraît correct, Bruce Willis est même relativement présent à l'écran, ce qui devient presque une qualité à ce stade-là de sa filmographie. On se dit alors qu'on tient peut-être une série B sympathique, mais très rapidement, le récit s'enlise et l'intérêt retombe. Le principal du faux est son rythme, ou plutôt son absence de rythme. Il ne se passe rien pendant une grande partie du métrage, les scènes s'enchaînent, sans tension, sans dialogue, enfin plutôt avec des dialogues très vides, et l'intrigue avance à une lenteur qui finit par devenir pénible. Et pourtant ça dure à peine 1h30, mais lorsqu'on décroche à l'histoire, on a l'impression de regarder 2h30 tant ça paraît long. Le problème vient surtout de l'écriture des personnages qui semble totalement aléatoire, certains apparaissent puis disparaissent en réelle utilité, d'autres changent de comportement selon les bons vouloirs du scénario, et plusieurs intrigues secondaires donnent l'impression d'avoir été ajoutées au dernier moment. Le cas le plus frustrant reste évidemment le personnage de Texas Battle. Ses apparitions sont complètement déconnectées du récit. On a parfois l'impression que le film ne sait pas quoi faire de lui, il l'utilise pour lancer artificiellement l'intrigue, lorsque celle-ci commence à tourner en rond. C'est d'autant plus dommage que l'acteur méritait un rôle un peu mieux construit. C'est pas un grand acteur, mais je l'aime bien quand même. Et côté casting, on retrouve plusieurs habitués du direct ou vidéo. Michael Cera qu'on a vu plusieurs fois, et à ce stade-là, il manquait plus que Chad Michael Murray et Kelly Grayson, et là vraiment on avait toute la famille. Mais il y a aussi l'actrice Ashley Greene, que la plupart doivent connaître, notamment pour Twilight. Le 8 mars 2023 sort Corrective Mesure. Le lobe est ici, et s'il existe un dieu, il ne sortira jamais. Si tu m'aimes pas, va te faire foutre. Écrit et réalisé par Sean Patrick O'Reilly. Dans un futur proche, le monde a été ravagé par un cataclysme surnommé la Pulsion, qui a engendré des mutations génétiques donnant des super-pouvoirs à de nombreuses personnes. La prison ultra-supérisée Ubermax à San Tiburon abrite les criminels les plus dangereux du monde. Parmi eux, il y a des humains, mais surtout des humains améliorés dotés de super-pouvoirs. Le film est adapté d'un comics que je ne connais pas. Si l'œuvre originale possède les mêmes qualités que sa réputation semble le laisser entendre, elle méritait largement une meilleure adaptation que celle-ci. Le principal problème du film est son rythme, ou plutôt, une fois de plus, son absence totale de rythme. C'est interminable, ça raconte absolument rien. Les personnages passent leur temps à discuter, puis à se battre, avant de recommencer à discuter, pour recommencer à se battre. Cette structure répétitive finit par rapidement devenir lassante, et empêche l'histoire de décoller. Le scénario n'aide en rien, parce qu'il y a un côté nanardesque, mais en fait sans le côté fun. Du coup, c'est juste un bon gros navet. Avec de l'absurde ou de l'involontairement comique. Les personnages sont construits autour de clichés, mais du coup, en fait, c'est les mêmes clichés que les sbires des films d'action, sauf que là, du coup, c'est des aliens ou des monstres. Le personnage du superviseur, interprété par Michael Rooker, pourtant habitué à livrer des prestations plutôt sympathiques, il hérite ici d'un personnage caricatural. C'est même probablement l'un de ses pires rôles. Tout n'est pas cependant à jeter, il faut reconnaître que le travail effectué sur les maquillages des créatures est plutôt réussi. Pour une production de cette ampleur, les effets pratiques sont convaincants et apportent un peu de personnalité à l'univers. Les mutants possèdent un design correct, et on sent qu'un certain effort a été fourni sur cet aspect-là. Malheureusement, le film décide de se terminer sur une scène qui résume à elle-même tous les problèmes du film. Lors du final, on découvre que Bruce Willis a pris l'apparence du personnage de Michael Rooker afin de s'évader, et sur le papier, pourquoi pas. Mais la manière dont la révélation est mise en scène est absolument désastreuse. Pour faire comprendre ça aux spectateurs, le film montre Michael Rooker se regardant dans le rétroviseur de la voiture, avant d'incruster numériquement le personnage de Bruce Willis sur le sien, et le résultat est raté. L'effet spécial est grossier, peu crédible, et en fait donne l'impression d'être totalement amateur. C'est une adaptation de comics qui est à mon sens ratée, bien que je connaisse pas le comics de base, mais je pense qu'il méritait mieux. En fait, c'est même sûr. Côté casting, on retrouve Tom Cavanagh, qui a notamment joué dans la série The Flash, Kevin Zegers, et aussi Doug Bradley. Le 22 février 2023 sort White Elephant. Patron, il y a peut-être 2 témoins. Débarrasse-nous de la fille. Vous voulez quoi? Réalisé par Jesse V. Johnson, réalisateur de direct ou vidéo qui avait fait le très moyen One Ranger avec Thomas Jane, qui était inspiré d'un shérif à New York avec Clint Eastwood. Ancien marine devenu tueur à gages pour la mafia, Tancredi est chargé par son ami et commanditaire, le mafieux Arnold Salomon, d'éliminer 2 témoins gênants, une policière et son coéquipier. Le tournage débute en avril 2021 dans l'état de Géorgie, avec des prises de vue qui ont lieu à Tifton, ainsi qu'à Rochester dans l'état de New York. C'est l'un des derniers films tournés par Bruce Willis avant sa retraite en raison de son aphasie. Le réalisateur Jesse V. Johnson avait notamment travaillé sur les cascades du film Code Mercury
Et il a déclaré « Il est clair que ce n'était plus le Bruce Willis dont je me souvenais ». Sur une suggestion de Stephen G. Heads, l'assistant de Bruce Willis, les scènes de dialogue de l'acteur sont enregistrées plus rapidement. Plusieurs membres de l'équipe rapportent que l'acteur avait l'air perdu et confus sur le plateau, et l'un d'eux déclare « C'était moins gênant », et plus du genre « Comment ne pas donner une mauvaise image de Bruce ?» Quelqu'un lui donnait la réplique et il ne comprenait pas ce que cela signifiait. Il était juste manipulé comme une marionnette. Le superviseur de la production, Terry Martin, déclare quant à lui « Il avait juste l'air tellement perdu, et il disait « Je faisais de mon mieux ». Et il a toujours fait de son mieux. Donc j'imagine que sur le tournage, ça devait pas être très facile pour tout le monde, notamment pour Bruce Willis. Dommage, c'est probablement le mot qui résume le mieux mon ressenti après le visionnage de ce film, et contrairement à beaucoup d'autres DTV, je trouve que l'affiche est réussie. Le casting est attractif, et le synopsis laissait entrevoir un petit thriller d'action capable de divertir pendant 1h30. Malheureusement, le résultat final est loin des promesses. Le scénario est pourtant relativement simple dans son concept, le problème n'est donc pas sa complexité, mais bien son exécution. Tout est raconté de manière brouillonne, du début à la fin. Les événements s'enchaînent sans logique, sans transition, avec plusieurs scènes maladroites qui donnent l'impression qu'il manque des morceaux entiers de récit. À mesure que le film avance, il devient plus difficile à suivre et à comprendre où il veut vraiment aller. Cette impression de confusion permanente finit par devenir le principal défaut du film. Rien ne semble réellement connecté, les personnages prennent des décisions étranges, certaines situations apparaissent puis disparaissent sans conséquence. L'ensemble donne l'impression d'un puzzle dont les pièces n'auraient pas été assemblées comme il faut ou alors auraient été perdues. Les scènes d'action n'arrangent malheureusement pas les choses, elles sont souvent mal mises en scène, mal montées, parfois même illisibles. On comprend ce qui se passe dans les grandes lignes, mais jamais vraiment à l'écran. C'est bâclé entre séquences d'action qui viennent s'intercaler dans des longues scènes de dialogue qui peinent à susciter de l'intérêt. Les échanges sont souvent plats, avec des personnages ultra clichés, disposant d'un développement inexistant. Aucun protagoniste n'est réellement approfondi, aucun enjeu émotionnel ne constitue le film, et il devient difficile de s'y plonger complètement. Au final, le film ressemble à une succession de scènes assemblées sans cohérence. Côté casting, on peut retrouver du coup Michael Rooker, John Malkovich et aussi Olga Kurylenko. En 2022 sort Wire Room. Est-ce qu'il y a des armes au coffre dans mon bureau? Il y en a d'autres qui arrivent. D'autres? Réalisé par Matt Escandry. Eddie Flynn, un trafiquant d'armes irlandais qui a passé en contrebande des armes de fabrication russe pour des rebelles sud-américains, se retrouve en fuite après une guerre de gangs sanglante. Maintenant, aux États-Unis, il est maintenant un intermédiaire du cartel de Baja. C'est clairement pas le pire direct-to-vidéo de Bruce Willis, loin de là. Il y a eu des productions bien plus nazes dans sa carrière, mais en revanche, il est possible qu'il contienne l'un de ses rôles les moins intéressants. Non pas parce qu'il est particulièrement mauvais, mais parce qu'il semble coincé dans un personnage répétitif. Le film repose sur une histoire plutôt sympathique, l'histoire d'un agent de sécurité contraint de protéger un gangster, pris pour cible par un groupe de mercenaires, ce qui avait tout pour donner naissance à une série B efficace. Je dis ça à chaque fois, mais le truc c'est qu'à chaque fois j'ai l'impression que ça va être bien, mais à chaque fois ça l'est pas. Le scénario est brouillon, certaines situations paraissent forcées, plusieurs rebondissements tombent à plat et l'ensemble possède régulièrement ce côté involontairement nanardesque qui empêche de prendre l'intrigue au sérieux. On sent qu'il y avait matière à faire quelque chose de divertissant, mais le film ne parvient jamais à exploiter pleinement son potentiel. Le problème vient surtout du trio principal qui est composé de personnages qui deviennent progressivement difficiles à supporter. Kevin Dillon, l'un des pires acteurs de l'histoire, occupe une place importante dans le récit. Son personnage oscille constamment entre l'assurance excessive et les excès de colère sans jamais trouver un juste milieu. Cette approche finit par rendre plusieurs scènes assez artificielles. Bruce Willis, de son côté, interprète une nouvelle fois une figure autoritaire et constamment grincheuse. C'est un type de personnage qu'il a beaucoup incarné. Quant au gangster, placé au centre de l'intrigue, il écrit de manière tellement caricaturale qu'il passe son temps à rappeler au spectateur qu'il est censé être sarcastique, dangereux et imprévisible. Il en fait trop, le personnage finit par être agaçant plutôt qu'impressionnant. La réalisation porte également la signature très reconnaissable de Matt Escandry, comme dans plusieurs de ses autres films. L'action se déroule dans un nombre très limité de décors, régulièrement reliés par des plans aériens destinés à situer l'action. C'est une méthode que le réalisateur a beaucoup utilisée pour donner un peu d'ampleur et essayer d'enlever cette sensation de décor limité. Pour autant, tout n'est pas jeté. Le film est relativement regardable et ne sombre jamais totalement dans la catastrophe industrielle. Certaines séquences fonctionnent plutôt correctement, avec un rythme assez acceptable. Et au casting, en plus d'un des pires acteurs de l'histoire de l'humanité, Kevin Dillon, on peut aussi retrouver Texas Battle une fois de plus. Le 3 janvier 2023 sort Detective Knight Rogue. Lieutenant James Edward Knight, et semble avoir des sanctions disciplinaires au moins une fois par an. J'ai réfléchi. Et si on suivait ta méthode ?
réalisé par Edward Drake et co-scénarisé par Cory Large. Alors qu'Halloween approche, un braquage tourne mal et une fusillade éclate entre des malfrats masqués et la police. Le tournage débute à Las Cruces au Nouveau-Mexique le 25 octobre 2021. Il s'agit du premier film tourné dans cet état depuis l'accident de tir à Santa Fe sur le tournage du film Rust, film dans lequel Alec Baldwin avait accidentellement tiré sur quelqu'un. En raison de l'incident, la production a décidé d'abandonner l'utilisation de balles à blanc. Dans une interview pour la télévision, le réalisateur Edward Drake a déclaré « Cela signifie beaucoup plus de travail en post-production pour que le film rende ses armes réalistes. Donc cela a augmenté les coûts là-bas. Mais ils étaient plus que disposés et heureux d'apporter ce changement et assurer une sécurité pour tout le monde. Les prises de vue ont ensuite eu lieu à Vancouver entre novembre et décembre 2021. Et le tournage s'achève en janvier 2022. C'est le premier volet de la trilogie Detective Night, qui est finalement bien plus regardable que sa réputation et son statut de DTV pourraient le laisser penser. Bien sûr, faut pas s'attendre à grand chose, ni à une évolution du film de braquage, mais dans l'ensemble, j'aime plutôt le résultat. Je le trouve honnête, malgré pas mal de défauts. Il faut aussi le replacer le film dans son concept. À cette période, Bruce Willis est déjà dans ses dernières années de carrière, et ses problèmes de santé commencent à avoir de plus en plus un impact sur son travail. Dans ces conditions, Detective Night fait partie de ces productions qui, sans être ambitieuses, parviennent au moins à proposer un divertissement convenable. Le film s'inscrit dans ce genre de film que j'apprécie, celui du braquage. Même si l'intrigue est classique, elle possède suffisamment de rebondissements pour maintenir l'intérêt du spectateur. Le casting est également sympathique, et j'ai pris plaisir à retrouver Lachlan Monroe, mais aussi Bomi Schroff, qu'on a pu voir notamment dans Desperate Housewives. Il y a plusieurs défauts récurrents au cinéma d'Edward Drake, comme des dialogues qui oscillent parfois entre les sérieux et le nanar involontaire, certaines scènes qui semblent uniquement présentes pour rallonger la durée du film, quelques faux raccords, et ce sont des problèmes qui étaient déjà présents dans les précédents films du réalisateur, qui continuent ici à parasiter l'ensemble. Malgré ça, Detective Night Rogue bénéficie d'un rythme plutôt efficace. L'histoire avance régulièrement, les scènes d'action sont correctes sans être exceptionnelles, et les personnages possèdent suffisamment de personnalité pour que l'on s'intéresse à leur sort. Ça cherche jamais à être intelligent ou spectaculaire, et ça reste un film humble. Et ça joue finalement à sa faveur. On retrouve également plusieurs habitudes de la mise en scène d'Edward Drake, comme des personnages secondaires assez excentriques, et cette façon de construire certaines séquences autour de dialogues, avant de basculer soudainement dans l'action. Cela fonctionne pas toujours, mais ça donne au moins une identité reconnaissable au film. Au final, c'est une petite série B qui remplit son contrat. Et côté casting, on peut aussi retrouver Jimmy Jean-Louis, un Français. Yes! Le 5 avril 2023 sort Paradise City. Est-ce que vous êtes dangereux? Pas pour mes amis. Bah c'est dommage, parce que j'ai suffisamment d'amis. Réalisé par Chuck Russell, le réalisateur de The Mask, Freddy 3, L'Effaceur ou encore Le Blob de 1988. Lorsque le chasseur de primes Ian Swan est abattu et présumé mort après avoir disparu dans les eaux de Maui, son fils et son ex-partenaire, un détective local, se mettent en quête de ces assassins. Je pense qu'ici il faut vraiment appuyer sur le côté, c'est le fond du panier. Paradise City avait de quoi attirer la curiosité. Le projet est né de l'esprit de Cory Large dès 2006 avec une idée simple. Réunir à nouveau Bruce Willis et John Travolta. Il faudra cependant attendre 2021 pour que le film soit officiellement lancé, avec un tournage débutant à Maui, à Hawaï. Et déjà, lorsque l'on regarde les conditions de production, on comprend que quelque chose n'allait pas. Le tournage n'a duré que 3 semaines, ce qui est extrêmement court pour un film de ce type. Tracy Bennett, commissaire du film du comté de Maui, déclarait même habituellement sur un grand film d'action comme Paradise City, il faut environ 3 mois de préparation et ils l'ont fait en 2 semaines. Il y avait des restrictions sur celui-ci en raison du court préavis où il ne pouvait pas filmer exactement où il voulait ou ce qu'il voulait. Alors il réécrivait constamment le scénario. Alors déjà, quand j'entends grand film d'action, tout est relatif. Personne ou presque n'a parlé de Paradise City lors de sa sortie, ni même aux États-Unis. On reste dans un cadre d'une série B destinée à alimenter les plateformes de VOD, et surtout, les difficultés de production n'excusent pas tout. Beaucoup de films compliqués à produire arrivent malgré tout à proposer quelque chose de cohérent. Ici, ce n'est pas le cas. Paradise City est un désastre absolu. C'est même selon moi le pire DTV de toute la carrière de Bruce Willis. Le film est tellement raté qu'il pourrait presque servir d'exemple dans une école de cinéma pour montrer tout ce qu'il ne faut pas faire. Bien sûr, le scénario est brouillon, vu les réécritures permanentes évoquées pendant le tournage, c'est finalement pas très surprenant. Mais les problèmes vont bien au-delà de l'écriture. Les fonds verts sont parfois visibles à l'écran, les faux raccords s'enchaînent. Certains figurants changent de position entre 2 plans. Une scène de billard contient même des erreurs tellement évidentes
qu'elle saute aux yeux immédiatement. On se demande vraiment comment Edward Drake n'a pas pu voir ça au montage final. Les personnages prennent des décisions absurdes en permanence et les règles de l'univers semblent changer selon les besoins du scénario. À un moment, des assaillants utilisent des armes équipées de silencieux et cela alerte des personnes situées à plusieurs dizaines de mètres. Plus tard, des fusillades éclatent en plein hôtel avec un vacarme assourdissant et personne ne semble réagir. Le film accumule ce genre d'incohérence du début à la fin. On retrouve également des situations presque surréalistes. Un personnage saute dans un bassin rempli de poissons qu'un autre qualifie de piscine. Peut-être que c'est juste une erreur de traduction dans la VF, mais le résultat est tellement étrange que ça devient comique. À un autre moment, on distingue clairement un personnage respirer alors qu'il est censé être mort. C'est juste des détails, mais lorsqu'ils s'accumulent pendant tout le film, ils finissent par donner l'impression que personne n'a vérifié quoi que ce soit à la fin. Le plus fascinant reste cependant le bêtisier diffusé à la fin du film. Généralement, ce genre de séquence sert à montrer la bonne ambiance du métrage et comment les gens s'amusent sur le tournage, mais ici c'est presque tout l'inverse. On découvre une équipe qui semble pourtant passer un bon moment, ce qui rend le résultat final encore plus incompréhensible. Il y a un instant particulièrement dérangeant, où on voit Bruce Willis visiblement agacé lorsque le réalisateur lui demande de se positionner dans le cadre. Stephen Dorff esquisse alors un petit sourire, comme pour détendre l'atmosphère, mais cela ne fait que rendre la scène encore plus malaisante, où on dirait qu'en gros qu'il essaie de faire comprendre à Bruce Willis, en gros t'inquiète, si rien ne t'énerve pas quoi. Quelques secondes qui résument finalement assez bien tout ce qui se dégage de ce film. Un projet dysfonctionnel, incohérent, bâclé, et même au final totalement inachevé. C'est le pire film que j'aurais abordé dans cette vidéo, et au casting on peut aussi retrouver Stephen Dorff, en plus de Bruce Willis et John Travolta. Le 9 décembre 2022 sort Detective Night Redemption. Arrêtez Ricky Conlan, et le procureur abandonnera les poursuites contre vous. Je suis flatté. Mais mettez-vous un truc dans le crâne. Conlan ne braque pas des banques. Il se donne un spectacle. Réalisé par Edward Drake et scénarisé par Corey Large, le Detective Night est en détention, une émeute éclate dans la prison où il se trouve, menée par le Christmas Bomber dont les disciples terrorisent la ville la nuit de Noël. Et les policiers étant occupés à l'extérieur de la prison, ils ont besoin d'un homme à l'intérieur pour écraser la rébellion. Après un premier volet plutôt correct, je trouve que Detective Night Redemption poursuit l'histoire quelques jours seulement après les événements du précédent. On retrouve donc James Knight et casé derrière les barreaux avant que l'arrivée d'un nouvel antagoniste ne vienne bouleverser la situation. Une formule classique mais qui fonctionne vraiment très bien. Je pense qu'on est sur un des meilleurs direct vidéo que j'aurais pu aborder dans cette vidéo. Une formule classique mais qui fonctionne. Je dois avouer que l'une des principales raisons pour lesquelles j'ai passé un très bon moment devant le film vient du casting. Il y a évidemment Bruce Willis et aussi Bobby Schroff, mais le méchant est incarné par Paul Johnson. Autrement dit, l'inoubliable Dan Scott dans ma série préférée, Les Frères Scott. Et comme j'avais vu la série peu de temps avant de découvrir le film, j'étais très content de le retrouver ici. Le retour de Casey constitue également une bonne idée. Beaucoup de sagas direct-to-vidéo ont tendance à abandonner une partie de leurs personnages pour repartir quasiment à zéro, mais ici on est vraiment sur une suite directe. Presque si on enchaîne le 1 et le 2, on peut regarder un seul et même film qui dure 2h30. Concernant du coup le nouvel antagoniste, Ricky Conlan, il remplit correctement son rôle. Certes, il est construit à partir de clichés, et il a tendance même parfois à en faire un peu trop. Certaines scènes flirtent même avec le surjeu, notamment lorsqu'il cherche à montrer qu'il est intimidant ou imprévisible. Mais malgré ça, le personnage possède suffisamment de présence à l'écran pour être assez crédible. L'un des points forts du film reste son rythme. Pour le coup, là, c'est vraiment très bien rythmé et pas trop mal écrit. Venant de Corey Large, c'est presque étonnant. Ça reste simple et ça progresse efficacement, ce qui rend le visionnage plutôt agréable. En revanche, on retrouve également les défauts de la mise en scène d'Edward Drake, avec quelques passages inutiles qui auraient mérité d'être raccourcis. Et aussi on ressent un film qui aurait pu être bien mieux avec plus de moyens. Le 23 janvier 2023 sort Detective Night Indépendance. La ville se déchire. T'es prêt ? Écrit et réalisé cette fois-ci par Edward Drake. À peine réintégré dans la police de Los Angeles, l'inspecteur James Knight met hors d'état de nuire un preneur d'otages. Les festivités ne font que commencer quand un ambulancier révolté par le système décide de voler un uniforme de policier pour devenir un justicier. Après 2 premiers volets qui, malgré leurs défauts, parvenaient à proposer quelque chose de divertissant, honnête, voire même sympathique, ce 3e opus conclut la trilogie de manière décevante. Sans être catastrophique, ce 3e opus est selon moi le moins réussi de la saga, et donne parfois l'impression d'être arrivé à bout de souffle. Le principal problème vient du rythme qui est inexistant, le visionnage devient rapidement pénible, plusieurs séquences s'étirent inutilement et l'ensemble manque d'énergie, ce qui rend le visionnage difficile.
L'antagoniste constitue également une déception. Le scénario tente d'en faire un personnage complexe, un individu qui sombre progressivement dans une forme de radicalisation, mais qui finit par perdre pied. Sur le papier, l'idée pouvait être intéressante. Malheureusement, le développement s'étale sur une grande partie du film sans jamais réellement apporter de profondeur au personnage. À l'arrivée, il reste surtout un jeune homme en colère contre les institutions et l'autorité, sans que le film ne parvienne à lui donner une véritable dimension tragique ou mémorable. Le long-métrage essaie aussi d'ajouter une dimension plus personnelle à James Knight, en explorant sa relation compliquée avec sa fille. L'intention est bonne. Après tout, conclure une saga en apportant davantage d'émotions au héros principal, c'était plutôt une direction logique, mais le problème c'est que cette sous-intrigue manque cruellement de développement. Les éléments sont présents, mais ils sont trop superficiels pour créer un réel impact. On sent que le film veut donner davantage d'épaisseur à son héros, mais il ne prend jamais le temps nécessaire qu'il faut. Heureusement, tout n'est pas à jeter. Il y a des scènes d'action qui restent globalement sympathiques et qui permettent parfois de relancer l'intérêt dans le récit, mais ça s'essouffle aussitôt. Au final, Detective Knight Independence conclut la trilogie sur une note pas dingue, je dirais même assez fade, et c'est un peu dommage. Côté casting, on retrouve Jack Kilmer, le fils de Val Kilmer, Willow Shield qu'on a pu voir dans Hunger Games, Dina Meyer, qui sauf erreur de ma part était dans Saw, et le dernier DTV sorti à ce jour c'est Assassin, sorti le 31 mars 2023. C'est l'avenir de la guerre des drones. Réalisé par Jesse Atlas, une opération militaire privée invente une technologie de micropuce futuriste qui permet à l'esprit d'un agent d'habiter le corps d'une autre personne pour mener à bien des missions secrètes et meurtrières. Hélas, on conclut la vidéo sur un gros navet. Après des dizaines de direct-to-vidéo, des films de braquage, des thrillers de vengeance, des home invasion, des aliens, des prises d'otages, des nanars involontaires et quelques rares bonnes surprises, Assassin ne termine pas ce marathon sur une bonne note. Pourtant, comme souvent, l'idée de départ n'était pas forcément mauvaise. Le film imagine une technologie permettant à certaines personnes équipées d'une puce de voir leur corps contrôlé à distance par un autre individu. Sur le papier, le concept ouvre la porte à de nombreuses possibilités. Espionnage, infiltration, thriller, technologie, questionnement sur l'identité. Il y avait matière de construire quelque chose d'intéressant. Le problème, c'est que le film semble incapable d'exploiter correctement sa propre idée. Très rapidement, le scénario s'enferme dans des explications techniques interminables. Les personnages passent une bonne partie du temps à parler de protocoles, de connexions neuronales, de transfert de conscience ou d'autres concepts pseudo-scientifiques qui finissent par devenir incompréhensibles. Le pire, c'est qu'on a parfois l'impression que même les personnages ne savent pas réellement de quoi ils parlent. Ça cherche constamment à paraître intelligent alors qu'il ne fait que compliquer artificiellement une intrigue qui aurait gagné à être simple. Cette avalanche de dialogue finit par tuer le rythme, l'action est rare, les enjeux sont mal expliqués et on passe beaucoup de temps à écouter des conversations qui donnent l'impression de tourner en rond. Plus le récit avance, plus il devient difficile de rester investi dans ce qui se déroule à l'écran. Les sous-intrigues n'arrangent rien, le film tente de développer plusieurs arcs narratifs afin de donner de l'épaisseur à son univers, mais aucun ne fonctionne réellement. Les enjeux émotionnels tombent à plat, les relations entre les personnages manquent de profondeur, le casting fait ce qu'il peut avec le matériel proposé. On retrouve également Dominic Purcell, évidemment connu pour son rôle de Prison Break, mais qui a une carrière dans le DTV mais juste effroyable, possiblement l'une des pires carrières de l'histoire du cinéma. Il a beaucoup tourné avec Uwe Boll par exemple. Au final, le film n'est pas suffisamment fun pour devenir un nanar mémorable, il est simplement confus, bavard et très ennuyeux. Mais Bruce Willis, ce n'est pas que du direct-to-vidéo. Au-delà de ses œuvres cultes citées en début de vidéo, c'est aussi Sin City, Mission Évasion, Alpha Dog, Une vie à deux, Les Larmes du Soleil, Incassable, Moonrise Kingdom, Armageddon, Le Chacal, L'Armée des 12 Singes. C'est 40 ans de carrière, une légende du cinéma. Il m'a marqué d'innombrables fois et je suis content de dire que j'ai vu presque l'entièreté de sa filmographie. Certes, c'est un acteur qui a dû en faire baver, notamment sur les tournages, mais ça reste une légende. Un acteur qu'on oublie beaucoup trop, capable de jouer dans des films d'action bourrins, comme de tourner pour des auteurs et de livrer des sublimes prestations. Si j'ai fait cette vidéo, c'était pas forcément pour me moquer, ou pour dire ouais, Bruce Willis il fait des films nazes, etc. et d'oublier ce qu'il a fait pendant les 30 années qui ont précédé sa période direct ou vidéo, mais c'est parce que je pense, sans trop m'avancer, pouvoir dire que je suis un des rares qui a regardé tous ces films, et j'en avais marre de voir des gens la ramener sur un sujet qu'ils ne connaissaient pas. Ça fait des années que je regarde des direct ou vidéo, que ce soit avec Bruce Willis ou avec d'autres acteurs, donc je pense que c'est un cinéma que je connais très bien. Et même si sur le global, j'ai pas passé un grand moment devant la plupart de ces films, je suis très content de les avoir vus, parce que je peux dire
que j'ai accompagné Bruce Willis jusqu'à la fin de sa carrière, et lui, il m'a accompagné dès le début de ma cinéphilie. Merci d'avoir regardé cette énorme vidéo. Je pense que c'est la première fois de ma vie que je fais une vidéo aussi longue, et je suis très content. N'hésitez pas à venir sur Insta, TikTok et YouTube, et moi je vais laisser le mot de la fin à Bruce Willis, et je vous dis à bientôt. Hey, maintenant que c'est fini la vidéo, on n'aura plus besoin de cette merde. Allez vous faire foutre, bande d'enculés. Allez vous faire mettre.